Christophe sur France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Ça commence à 16h précise, les amis, voilà. Fidèlement au poste sur France Maghreb 2 pour décortiquer l'actualité, échanger et débattre. C'est parti avec et au sommaire de cette émission. On va parler un peu de sport tout à l'heure avec notre invité Célianon Varini, qui est un, comment dirais-je, on appelle ça un commentateur, annonceur de tout ce qui est sport de combat, hein, notamment boxe, fight, etc. Et donc il a commenté les plus grandes structures de WWE. En passant donc par la CMNL, eh bien, il sera avec nous tout à l'heure, un spécialiste donc des sports de combat à partir de 17h sur France Maghreb 2. C'est vrai que ça marche plutôt bien les sports de combat d'ailleurs. Au programme et au sujet de cette émission, on parlera du crack à Paris, une nouvelle fois qui fait reparler de lui, en l'occurrence avec une jeune femme qu'on a retrouvée morte dans un square de la Porte de la Villette. Elle était âgée de 28 ans. Et voilà, donc ça prend des proportions assez importantes avec depuis l'installation donc de ces toxicomanes du côté de la Porte de la Villette, voilà, qui empoisonnent la vie des citoyens, évidemment des alentours. On en reparlera tout à l'heure avec Tarek Sassi notamment, qui sera là avec nous dans quelques minutes. On parlera aussi de l'Assemblée nationale qui s'est couchée tard, hein. Les députés se sont couchés vers 3h du matin. Ils ont établi en effet l'échéance du 31 juillet 2022 pour le pass sanitaire. Ça y est, c'est voté. Alors ils n'étaient pas très nombreux mais un peu fatigués. On le verra d'ailleurs tout à l'heure dans le zapping qui fait son retour dans l'émission. Le zapping avec bien entendu 4 moments, 4 extraits qu'on a envie de mettre en valeur pour débattre avec vous. Et puis ce qui fait débat est forcément dans le LGF, c'est un policier qui était hors service, qui prenait son train à la gare du Nord. Il a été tabassé par 4 individus qui ont d'ailleurs été arrêtés. Peut-on s'inquiéter de la montée de la violence envers des forces de l'ordre? On en parle aussi dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est le LGF en ce jeudi 4 novembre. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Avec aujourd'hui, et ça fait bien plaisir de la revoir, toujours aussi merveilleuse, aussi belle, Sherazade Bimorgan est avec nous. Comment ça va, ma Sherazade? Ça va très bien, et toi, Christophe? Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. C'est pas normal. Ah bah, c'est la vie, effectivement. J'ai eu des petites contraintes qui m'ont empêché de venir. Bon, et te voilà de retour. Effectivement. Et c'est un véritable plaisir. Oui. Ingénieur toujours, hein? Oui, toujours. Bon, je te présente un spécialiste en communication, monsieur Nabil Saba, qui est avec nous. Comment ça va, mon Nabil? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Il m'a fait des frayeurs, Nabil. Il m'a envoyé un message à 15h. Je suis pas sûr d'être là. Et il est là. Effectivement, j'étais en déplacement professionnel et c'était compliqué la route, hein. Ouais. Paris. Qu'est-ce qu'il y a, Nabil? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, le quiz, oui, bien sûr, il y a le quiz, t'inquiète pas, il y a le quiz. Nabil, comment... Bah, écoute, sois le bienvenu, donc spécialiste en communication, mais pas que, Nabil. Oui, je suis aussi consultant en sécurité publique. Et donc... Voilà, donc si tu veux de la sécurité, Sherazade, t'en auras avec Nabil. Voilà. Nous attendons Tarek Sassi, qui n'est pas encore arrivé. Il va arriver, notre Tarek Sassi, prof de catch et aussi membre du collectif Paris Anti-Crack, qui sera avec nous. Ça tombe bien, on va parler du crack qui continue de faire parler de lui, et notamment dans Paris, avec bien entendu son lot de problématiques, hein, que cela occasionne. Allez, mes amis, soyez les bienvenus. On a aussi notre ami DJ Nabil qui est dans les parages aussi, parce qu'il aime bien jouer au quiz, DJ Nabil. C'est ça. Hein, comment ça va, mon Nabil? Il m'a dit... Ça va, tais-toi. Tais-toi. Ouais. Ça va, tais-toi. Ça va très bien, excuse-moi. Alors, tu sais, Sherazade, oui. DJ Nabil m'a dit, il y a Sherazade qui vient, il faut absolument que je sois là. Ouais. Non, voilà. Alors, il faut savoir que depuis hier, depuis hier, on a 3 écrans pubs, on est bien d'accord? C'est ça, ouais, c'est voilà, ça. Et que je surveille et je dois vérifier si tout est ok depuis hier. Oui, ça c'est la raison, c'est le prétexte. Mais bon, c'est pas vraiment ça. Mais ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Oui, et j'ai même passé le bonjour à Raouda, voilà, qui était aussi une ancienne chroniqueuse et amie de
Ouais. Notre cher, c'est bien ça? Attends, Effectivement. Voilà. qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est Tarek qui m'appelle là? Tarak? Peut-être faut ouvrir la porte. Allô? Bon, En c'est direct à la n'importe quoi radio. dans cette émission. 0140 33 9000 si vous voulez nous appeler évidemment pour intervenir dans cette émission. Vous savez, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors de quoi évidemment commenter dans cette émission avec vous. Eh bien, on vous attend d'ores et déjà pour débattre, bien entendu. Et comme l'a si bien indiqué notre ami Nabil, DJ Nabil, que vous retrouvez d'ailleurs tous les matins et aussi Ça devient le compliqué, soir. Christophe, avec les Nabil. Là. Eh bien, c'est l'heure du quiz. Qu'est-ce qu'il y a? Puis ça devient compliqué avec les Nabil. Là. Ah oui. Nabil DJ. Qui m'appelle à cette heure-ci. Allô? Ouais, Tarak, qu'est-ce que tu fous? On a commencé l'émission là, on t'attend, mon vieux. Hein. Dans 3 minutes, mais 3 minutes, c'est 3 minutes de retard. Bon, à tout de suite. Ouais, voilà, ça y est. Tu vois, les mecs, ça y est, ils prennent leurs aises là. Tu vois, c'est pas bon. 3 minutes de retard. Il est pas content, Christophe. Là. Bon, c'est pas facile, hein. T'as vu, Sherazade? Effectivement. Voilà. Allez, c'est parti pour le quiz, les amis. Sans Tarak, c'est parti pour lui. Le quiz, évidemment, alors il a un petit peu évolué, ma chère Sherazade, depuis le temps que t'es pas venu. Ça fait quand? C'était quand la dernière fois d'ailleurs? C'était, Ouais. je pense, C'était au mois de C'était le siècle dernier, non? Non. C'était au mois de septembre. Ah bon? Oui, Ah, t'étais là il y a un mois? D'accord. il y a 2 mois. 2 oui, mois mais je suis venue qu'une seule fois. Oui, d'accord. ça on a Oui. remarqué. Oui. Oui, Alors, mais je suis venue au mois de septembre. alors les quiz, c'est quoi? C'est mes petites questions avec un petit mélange d'actualité, d'éphémérides, voilà. Alors voici la première question. Je cherche le 40e président des États-Unis qui a été élu le 4 novembre 1980. Reagan. Reagan est une excellente Bravo. réponse. Nabil Sama Merci. marque son premier point. Selon un sondage sorti par BFM TV, 39% des Français font confiance à qui pour s'occuper et se saisir des questions de sécurité? Éric Zemmour. Non, madame. Ministère de l'Intérieur. Non. À quelle personne Ah, les personne. Français? Xavier Bertrand. Non. C'est un candidat de présidentiel? Oui. Marine Le Pen? Marine Le Pen. Marine Le Pen, DJ Nabil. l'a Voilà, eu. on l'a dit en même temps. Non. Je l'ai dit un peu avant. Ouais. Alors, Avec tout le respect que je dois à Sherazade quand même, mais je l'ai dit un peu avant. 39% des Français font confiance à... Alors c'est étonnant, hein, Demande à Marine Le Pen. Écoutez, Je te pour le Macron, demande. 35%. Pour Xavier Bertrand, que Sherazade a nommé, 33%. Pour Zemmour et Pécresse, 27%. Pour Barnier, 26%. Et alors attendez, voici le meilleur. Pour Mélenchon et pour Dupont-Aignan, 22%. Les autres, nada, y a pas. Bon, c'est deux Nabil là pour l'instant qui sont à égalité. DJ Nabil, Nabil Sama. Mise en service de quelle chaîne de télévision? On est en 1984. Canal+. TF1. Canal Plus est une excellente réponse, Bravo. mon cher ami Nabil. Et voici les premiers mots du président de Canal Plus. C'était le 4 novembre, peu avant 20h. Écoutez. Et effectivement, ils n'ont pas été déçus par la suite. Hein. Canal Plus, c'était le président de Canal Plus à l'époque. Comment il se... Alors je suis pas sûr, mais C'est pas Denisot? non, c'est pas Denisot du tout, non. Mais Nabil va m'aider, Nabil Sama. Ah oui. C'est pas Étienne Moujotte, non? Écoutez, J'ai- je vais le mettre, donc 84. Ouais. Bah, appelez-nous pour nous dire. Hein. J'ai l'impression que c'était Étienne Moujotte. Moi, je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Donc, c'était la naissance de cette chaîne cryptée Canal+, qui était bien reconnue pour quelques rendez-vous phares, notamment le samedi soir. Sans commentaire. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait le Encrypté, foot Nabil, aussi. encrypté. Il y avait- Ah oui, encrypté, évidemment. Avec le code parental et tout, hein, évidemment. Bon, c'est mon Nabil qui pour l'instant est en tête, Nabil Sama. Ouais. Alors, je cherche un chanteur maintenant qui a été placé hier en garde à vue pour viol et agression sexuelle. Laé. Jean-Luc Lahaye, effectivement. Jean-Luc Lahaye, effectivement. Un viol et agression sexuelle sur 2 mineurs. Sachez que dans cette affaire, il y a aussi sa fille, Sa fille, qui est en garde à vue. Parce qu'elle a essayé de cacher l'affaire, en fait. C'est ça a l'air bien crade en tout cas. Et il a déjà été condamné, je crois, Jean-Luc Lahaye. Hein. C'est ça, oui. On les a fait C'est de la récidive, là, qui fait. Enfin, Ouais. ouais, c'est la même personne. Hein. Et sur les deux, il y a la même personne.
Oui, Par rapport à son ancien. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. J'ai lu le Parisien. Voilà. Alors sa Jean-Luc fille, en Lahaye. fait, elle a mis des coups de pression Voilà, aux filles tout à pour fait. pas qu'elles puissent. C'est ça. De partout, égalité. C'est ça, hein. C'est ça. DJ Nabil Saba, Fight. Sherazade. Attention, on y va. 0 toujours. La tête à Toto. Je cherche un premier ministre israélien assassiné en 1995. Ishran Rabin, non, Ishran Oui, Rabin, je sais pas quoi. Isaac Rabin. Isaac Rabin. Il a été Excusez-moi. assassiné par un extrémiste juif en 1995. Parce que lui, Isaac il voulait la Rabin. paix, ils avaient signé un contrat de Ouais, paix, voilà. c'est ça. Voilà, c'est à ça. cause de ça. Bien joué, mon Nabil. Ah ouais, attends, Il prend l'avantage, DJ Nabil. Attention. pour une fois. Allez, le masque, non pas 2 euros, mais le masque redevient obligatoire dans les écoles. De combien de départements à 39. partir de lundi? 39 est une excellente réponse de notre ami DJ Nabil. Décidément, savais. il est beaucoup le parisien, visiblement. Ouais. Tout à fait. Et en même temps, je voulais voir s'il y avait le département de mes parents qui était Et concerné. alors? Ils sont pas concernés. Pas concerné? Bon, très bien. Là, ça veut dire qu'il y a Tarek qui est. C'est ça, il y a Tarek Sassi qui arrive, évidemment. Donc si quelqu'un peut aller lui répondre, parce que le chien il sait encore pas le Ouais, faire. mais alors, attends, Nabil est parti. Ouais, Voilà. 4-2-0. ouais, c'est ça. Sherazade, ça va pas du tout. Eh bien, on va écouter justement Gabriel Attal qui a annoncé ça hier à l'issue du Conseil des ministres. 39 départements pour qui les enfants devront remettre le masque dans les écoles à partir de lundi. Vous savez qu'on a une boussole depuis le début de cette crise. C'est que dès lors qu'on peut alléger des mesures de contrainte, évidemment, qui rendent très difficile la vie quotidienne des Français, nous le faisons. Et donc quand la situation sanitaire s'améliore, que les autorités sanitaires nous donnent un avis favorable, on allège les mesures que nous pouvons alléger. Et il y a notamment eu cet allègement pour le port du masque obligatoire à l'école pour les enfants, les plus jeunes enfants, parce qu'on sait très bien que pour les plus jeunes enfants, en termes de confort élémentaire, mais aussi et peut-être surtout en termes d'apprentissage, en termes d'éveil à l'autre, le port du masque est loin d'être anodin. Et donc effectivement, dès lors que la situation sanitaire s'était améliorée très fortement, nous avions pris des mesures territorialisées. Ça veut dire que pour les départements où le taux d'incidence se stabilisait en dessous de 50 pour 100 000 habitants, nous avons levé l'obligation du port du masque pour les enfants dans les écoles de ces départements. Évidemment que ce principe, il vaut dans les deux sens. Et que dès lors que la situation se dégrade, évidemment pour des raisons de sécurité sanitaire, et j'ai envie de dire malheureusement, nous devons réactiver un certain nombre de mesures qui avaient été levées quand ça s'était amélioré. C'est la raison pour laquelle, à partir de la semaine prochaine et de la rentrée scolaire, dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100 000 habitants, le protocole scolaire va repasser du niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire que le masque va à nouveau être rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées. Ce que je peux vous dire, c'est que cela concerne pour lundi prochain 39 départements où le masque avait été rendu optionnel, en tout cas où le masque n'était plus obligatoire pour les enfants, où malheureusement le masque redeviendra obligatoire à compter de la semaine prochaine. Le ministère de l'Éducation nationale communiquera la liste des départements concernés dans les prochaines heures. Voilà, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a annoncé cette mauvaise nouvelle pour nos enfants. 39 départements de nouveau concernés par le port du masque obligatoire à l'école. Je sais pas si on a encore la liste, mon cher ami Nabil. T'as pas vu la liste? Oui, la liste des départements concernés. Je vais regarder ça. On va regarder ça, très bien. Ouais, en tout cas, je vais voilà, regarder 39 départements, effectivement. C'est pas une bonne nouvelle, hein, ça, Nabil. Nabil Sama. Effectivement, ça prouve que ça redémarre, ça repart. Il Ouais. fallait s'en douter un peu aussi. Mais je pense que maintenant, voilà, il faudra respecter le geste barrière et puis tout le process qui sera mis en place par le ministère de la Santé. Et puis, il faudra être vigilant. Vigilant. Alors, qui marque le point, là? J'ai pas suivi, là, avec tout le bazar. C'est moi. C'est toi? DJ Nabil. Désolé. DJ Nabil. DJ Pour une Nabil, fois. le DJ de tous les Nabil, C'est évidemment. Et qui est en tête, donc. Hein. Tarek Sassi ne joue pas, il est arrivé en retard, tant pis pour lui. Hein. Voilà. Ah, mon Tarak. Malheureusement. Ouais, malheureusement. c'est- Mais j'ai eu une écrasante victoire la semaine dernière. Voilà. Contre qui? Écrasante Ouais. Contre toi. Ah non, j'étais pas là. Et si, t'étais là. Ah si, j'étais là. Allez, dernière question. Et contre toi aussi. Je cherche une anesthésiste et femme politique française. Elle est née en 1958 à Montbéliard. Elle a été maire de Montreuil. Alors là, c'est pas ma tasse de thé. Nabil ou Sherazade. J'ai envie de répondre, mais je vais me taire. Maire communiste, non? Non, pas communiste. Europe Écologie Les Verts. Oui. Une grande incapable. Ça, n'en c'est dirai le- pas plus. C'est le commentaire. Je n'en dirai pas plus. Elle a été ministre, hein, je crois aussi. Hein. Malheureusement, oui. Ah, il était ministre. Ouais, ouais, Ça elle a peut été peut-être ministre. nous aider. Malheureusement sous Mitterrand. Sous Mitterrand. Ça me dit quelque chose. Ah. Eh ouais, c'était un autre temps.
Et depuis, plus trop de nouvelles d'ailleurs. Ah bah heureusement hein. Le buffet La Guillet Non, Arlette, la Guillet, là non. Arrête la guille, c'est Force que je- ouvrière. Force Camarade. On peut avoir le prénom? Dominique. Bon, Tarek Sassi. Dominique Voinet. Dominique Voinet. Voilà. Voinet. Bonne réponse. Mais c'est incroyable, je participe pas et je gagne le point. Oui, ben ça sera le seul, mon ami. Hein, c'est ça. C'était. Alors Christophe, Ah non, Oui. non, je le Excuse-moi. cède, je le cède. Oui. j'ai les 39 départements. Ah. Alors vas-y. Maine-et-Loire, de la Vendée, Haute-Corse, l'Aveyron, la Creuse, les Ardennes, la Corrèze, les Deux-Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, l'Indre-et-Loire, le Lot, l'Oise, le Tarn, Cher, le Tarn-et-Garonne, le Morbihan, l'Isère, le Gers, le Var, l'Eure-et-Loire, la Drôme, l'Haute-Loire, la Sarthe, Loire-Atlantique, Loire-et-Cher, Pyrénées-Orientales, Haute-Alpes, Ille-et-Vilaine, Haut-Rhin, Seine-et-Marne, Bas-Rhin, l'Ain, la Réunion, la Vienne, la Savoie, la Moselle, le Haute-Pyrénées, patati patata. Patati patata, on C'est connaît quoi, pas comme patati département. patata, c'est quoi ça, ce On département ne connaît pas comme C'est la département, ville. monsieur. Bref, vous avez entendu. En tout cas, j'ai gagné. Bah oui. Merci. T'as gagné. Effectivement. Et bravo. J'adore le. J'ai gagné. Ah ouais, ça vaut bien ça quand même. Ah ouais, We are the champions. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le PSG d'hier. Ah En ouais, tout cas, j'ai fait. catastrophique, catastrophique. Ah ouais, bon. Christophe, faut savoir qu'il m'a appelé toute la soirée. Il était en train d'insulter ses joueurs parisiens. Je dis, Christophe, regarde tranquille, laisse-moi regarder la télé. Oui, Il s'est laisse-moi arrêté. plutôt, c'est mieux. Bon, vas-y. Merci Nabil. Il est temps que tu te casses toi, hein, mon Nabil. Allez, salut mon Nabil. Rendez-vous demain matin. C'est ça, 10h midi. 10h. Et voilà. Salut la ville. Salut Nabil. Salut Nabil. Bon, bienvenue à vous les enfants. On va parler dans un instant de ce qui fait débat et forcément dans le LGF. Et c'est cette histoire de ce policier qui était hors service. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. Et qui a pris son train à Gare du Nord et qui s'est fait tabasser. Parce qu'il a été reconnu par des individus. Il officie a priori pour faire des contrôles. Vous savez, c'est le genre de policier qui vous demande de remettre nos masques, voilà, qui est là pour votre sécurité. Et il s'est fait savater par 4 individus qui ont été arrêtés. Ils lui ont dit sale flic de merde, on connaît ton adresse, etc. Et on sent une certaine inquiétude quand même qui commence à monter dans les rangs de la police avec ses insécurités et ses tags en pagaille. Doit-on s'inquiéter de la montée de la violence anti-flic, la haine anti-flic? On en reparle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. Et on recevra tout à l'heure donc un grand sportif, hein, Montarac, monsieur Célian Varini. Célian Varini, commentateur annonceur de catch, free time et Free fight. pardon, free fight box notamment, et plein d'autres trucs. Vous allez voir, on va apprendre des trucs. Et puis on parlera du crack avec malheureusement une victime d'une vingtaine d'années retrouvée à Porte de la Villette. Ouais, parce que Zemmour a pris une pause, donc on va parler de crack. On va C'est parler ça. de crack. Alors l'équipe de Morandini qui a été agressée ce matin, il paraît, hein, Porte de la Villette. Bah, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, et puis on avait proposé déjà d'assurer leur sécurité, mais bon, je pense qu'ils sont plus occupés à caster des fausses femmes voilées que faire leur travail sérieusement. Merci. Bon, très bien, c'est parti. Sherazade Bimorgan, Tarek Sassi et Nabil Sama sont avec nous et jusque 18h. C'est parti pour le LGF, soyez les bienvenus les amis, ça fait débat, c'est forcément dans le LGF, on en parle de cette haine anti-flic avec à chaque jour des nouvelles affaires. On en parle dans un instant, soyez restés avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Et c'est le grand forum les amis sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Sherazade Bimorgan, notre ingénieur qui est de retour sur France Maghreb 2, Tarek Sassi, notre collectif anti-crack et prof de catch aussi. T'as vu la bête quand même, Sherazade, c'est une sacrée bête Tarek. Hein. Fais gaffe. Hein. Il est Nabil juste Sama. à côté de moi. Ouais, en plus. Je suis gentil. Chargé de la sécurité et consultant également dans Nabil Sama. C'est Alors, ça. oui, c'est ça. Nabil En Sama. communication. et En communication, voilà, c'est ça. Merci de m'aider. Alors, on va faire un petit tour par la fac de Nanterre, les amis. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Il y a des étudiants qui n'ont pas été affectés, notamment qui n'ont pas reçu une affectation. Du coup, la fac de Nanterre est un petit peu occupée par ces 63, je crois, étudiants qui ne sont pas encore, n'ont pas eu d'attribution de fac. Nous sommes avec Bart. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour résumer un petit peu la situation, vous êtes combien exactement d'étudiants à ne pas avoir été affectés dans cette fac de Nanterre ou dans une fac d'ailleurs en particulier?
Alors actuellement, parce que ça fait plusieurs mois qu'il y a toute une série d'étudiants qui n'étaient pas affectés à l'université. Là aujourd'hui, ce qui reste, parce que nous, moi je suis militant à l'UNES, je suis pas étudiant sans affectation. Ouais. On avait recensé 400 dossiers d'étudiants, donc 400 étudiants qui avaient été refusés à l'université. Et après un gros travail de notre part, de trouver des solutions ailleurs, après un gros travail d'échange avec la présidence, il reste comme ce petit nombre. Alors c'est pas 63, c'est 61 étudiants qui sont encore aujourd'hui sans affectation à l'université, c'est-à-dire non seulement à l'université de Nanterre, mais qui sont refusés ailleurs, et donc qui sont sans aucune affectation à la fac, et donc dont un certain nombre sommes actuellement avec des militants, des soutiens, en train d'occuper l'ensemble de la tour administrative, la tour présidentielle de l'université de Nanterre. Donc c'est 61 étudiants qui restent sur un nombre beaucoup plus important d'étudiants et d'étudiantes qui malheureusement, comme chaque année, sont refusés à l'entrée de l'université. Est-ce qu'il y a des filières en particulier ou ça n'a absolument rien à voir? Alors, comme souvent, hein, c'est soit déjà en général pour la première année en L1, donc première année de licence, ou la première année de master, donc le diplôme juste après la licence, et les filières en général, comme souvent les plus demandées, hein, le droit, la psychologie, les STAPS, l'éco-gestion, qui sont de fait les filières qui sont toujours les plus demandées à l'université, dans lesquelles il y a le plus d'étudiants et d'étudiantes, et donc dans lesquelles on retrouve évidemment le plus grand nombre de sans-fac, nous sommes encore en train de descendre aujourd'hui, même si de fait, à l'heure actuelle sur les 61, quand on regarde le panel de filières de formation qui sont demandées par ces 61 étudiants et étudiantes, en réalité, je disais en droit par exemple, c'est 2 étudiants. En psychologie, c'est entre 4 et 5. Et la grande majorité des filières, c'est 1, 2 sur les différentes filières. Mais en effet, toujours malheureusement, les filières les plus demandées dans les universités qui ont le moins de moyens. Donc voilà, STAPS, économie, droit ou psychologie. Qu'est-ce qu'on vous répond, Bart, justement, pour essayer de résoudre ce problème au plus vite? On est quand même au mois de novembre là. C'est ça, on est à la 7e semaine de cours. Ce qui nous avait été répondu, on a eu des échanges avec la présidence depuis le début de l'année. On a pu trouver, par aussi la mobilisation que nous on a mis en place depuis la fin du mois de juillet, de trouver des solutions. Et là, ce qu'on nous répond aujourd'hui, et c'est en réalité la raison pour laquelle on a fait le choix d'occuper la présidence, c'est qu'il y a une semaine, la présidence nous a dit nous n'accepterons plus personne. Nous n'accepterons plus personne à Nanterre. Ce qui a, alors qu'on est dans un processus de discussion pour trouver des solutions, nous a un petit peu énervé. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix depuis une semaine d'occuper ces bureaux. La présidence au début n'a rien répondu. Elle nous a dit tant que vous êtes là, on vous parle pas. Et puis quand elle a commencé à comprendre qu'on n'était pas juste là pour passer 2-3 heures, mais qu'on était un peu sérieux, elle a réouvert un cadre de discussion avec nous, mais pour nous redire la même chose. C'est-à-dire pour l'instant, je n'accepte plus personne et je laisse le rectorat, dont les recteurs par ailleurs sont nommés par le gouvernement, donc indirectement elle laisse le gouvernement s'occuper de ces étudiants-là. Nous on a fait le choix parce que nous l'objectif c'est pas de passer notre vie dans ce bâtiment, d'essayer de trouver une solution. Et donc, on a proposé à la présidence que sur ces 61, il y en ait une quarantaine qui, eux, veulent vraiment, parce que c'est la filière qu'ils veulent, parce que économiquement, géographiquement, matériellement, ils peuvent pas aller ailleurs, que ces 40 étudiants sont inscrits à Nanterre. Et il y en a 21 autres, et ça a été le fruit de longues discussions, mais 21 autres qui sont ouverts au fait que le rectorat puisse les inscrire, je dirais pas n'importe où, mais en tout cas dans d'autres universités. Donc c'est la situation pour l'instant dans laquelle on est. On a fait cette proposition il y a 4 jours à peu près, et nous sommes de fait pour l'instant sans aucune réponse de la part de l'université sur cette proposition. Et la seule chose qu'elle se trouve à redire, c'est l'université de Nanterre a déjà beaucoup aidé des étudiants, et elle ne le fera pas plus. En gros, c'est ça pour l'instant la réponse de la présidence, qui renvoie bien évidemment, elle dit voilà, il n'y a pas assez de place, etc. Mais de fait, en réalité, dans toutes les universités, il n'y a pas assez de place. Donc pour nous, ça peut pas être une raison aujourd'hui de refuser ces étudiants. Et donc nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un contact à un moment, pas juste échanger avec la présidence par mail, mais qui nous répondent réellement sur la proposition que nous avons formulée. Vous n'avez pas connu les galères de fac, Nabil, Sherazade, Tarek? Si. Énorme, mais malheureusement, on a été aussi l'otage de guerre entre les syndicats de l'UNI et de l'UNEF. On a connu des blocages. Moi, je parle pour moi, fac de lettres à Nice, il y avait psychologie, il y avait sciences humaines, j'étais art, communication et langage. Et bien sûr, on a affaire à exactement pareil, une présidence qui n'en a strictement rien à foutre des étudiants. Les étudiants, faut dire une chose aujourd'hui, c'est les clochards et les chômeurs de demain. Au-delà d'être
pour beaucoup d'entre eux être les réussites et les lauréats et les succès d'aujourd'hui. Je veux dire, franchement, moi je parle de ça, c'était en 2006, j'écoute ça, on est en 2021, j'ai l'impression que les choses en fait elles s'empirent. Ouais, la situation s'empire, Bart, il a raison Tarek. À la situation, clairement, moi je retrouve ce que quand on dit, enfin voilà, j'entends ce qui est dit. On a une situation non seulement de vie pour les étudiants qui clairement ne s'améliore pas. On l'a tous vu par ailleurs avec la crise sanitaire, la condition de précarité, etc. pour les étudiants, qui est quand même l'une des plus dramatiques depuis des années. Mais dans les universités, bien sûr, la situation ne s'améliore pas non plus. Nationalement, depuis 2008, c'est 14% de moins de budget par étudiant au niveau national. Donc clairement, la situation sur place, dans les amphis, dans les TD, elle s'améliore pas. Les conditions d'études sont plus mauvaises. Il y a cette situation de plus en plus d'étudiants qui ne peuvent pas accéder à la fac. Et clairement, je veux dire, nous, on entend beaucoup, toute notre enfance, on nous dit, faites des études, ayez des diplômes, vous trouverez un travail, etc. Mais en fait, quand on essaye de les avoir, ces diplômes, quand on essaye d'étudier, en fait, pour une bonne partie d'étudiants, c'est impossible de le faire en fait. Et tout ce qu'on nous a dit depuis des années, en réalité, ça disparaît dans un claquement de doigts. Et en effet, c'est le chômage, c'est la précarité qu'on voit devant nous. Et nous, on trouve que c'est inacceptable en effet. Il a tout à fait raison. C'est choquant quand même, Sherazade, d'entendre ça, que des étudiants, quand même, c'est pas rien. 61 se retrouvent sans affectation et on est au mois de novembre, là, ils peuvent pas travailler, ils peuvent, comment entamer son année de mauvaises conditions, c'est le cas là pour le coup. Oui, c'est énorme. Et moi, habitant à Garenne-Colombes, je suis juste à côté de Nanterre. Il m'est déjà arrivé d'aller à la fac de Nanterre, de participer à des cours sans même être inscrite. Et il y a beaucoup de salles d'amphithéâtre qui sont vides par moment. Donc je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un manque de professeurs et un manque d'installation au niveau des salles, un manque de salles, ou c'est juste une mauvaise organisation en fait qui a été faite pour refuser, parce qu'on n'a pas très clairement le pourquoi ils refusent ces étudiants. Le pourquoi, Bart? Pourquoi je pense qu'il y a en effet, il y a deux éléments. Je pense qu'il y a quand même cet aspect manque de budget, même si c'est vrai que plus les semaines avancent, moins il y a d'étudiants dans les cours. Ça malheureusement on le sait, et ça arrive toujours et pour plein de raisons d'ailleurs. Entre ceux qui décrochent parce qu'au final ils n'y arrivent pas, ceux qui sont obligés de travailler et qui sont débordés, ou même ceux qui par la sélection ont été orientés. Il y en a beaucoup qu'on voit, des sans fac qui sont pris, ils veulent faire de la psychologie et on les envoie pour faire une licence d'allemand parce que c'est là où il y a de la place. Donc ça arrive beaucoup. Donc le pourquoi, c'est nous l'impression qu'on a, c'est il y a cet aspect de fond il y a une non-volonté aujourd'hui de mettre suffisamment d'argent, une non-volonté de la part du gouvernement de mettre suffisamment d'argent dans les universités pour qu'il y ait des profs, pour qu'il y ait des salles. Je crois qu'il y a un syndicat de profs qui dit qu'il faudrait 2 milliards d'euros sur 10 ans en plus dans les universités pour au moins accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et on est très loin de ça. Et après nous franchement il y a plus largement, nous l'impression qu'on a quand même, c'est qu'il y a aussi ce truc de mettre cette sélection. Il y a en partie quand même une volonté de se dire tous les jeunes qui veulent étudier ne pourront pas avoir le droit, et qu'en réalité, c'est pour ça qu'il y a la sélection en Master 1 ou en première année depuis quelques années, alors qu'avant, la fac, on arrivait, on pouvait rentrer plus ou moins normalement sans problème. On pense qu'il y a quand même une volonté de ce gouvernement de se dire, tous les jeunes, et la ministre, elle le disait, elle disait, je sais plus quelle était sa formulation, mais je crois que c'est le président le chef des présidents d'université qui disait ça aussi, on va pas donner une licence à tout le monde, on va pas donner un master à tout le monde. Madame Vidal, il y a du boulot sur le bureau là. J'aimerais compléter quelque chose. Ce qui a empêché le fait que je puisse passer mon concours à l'éducation nationale, c'est le fait que je m'étais arrêté à une licence, à un bac plus 3. Et ils ont fait monter de bac plus 3 à bac plus 4. Et aujourd'hui, pour avoir des choses qui demanderaient un niveau de bac plus 3, on demande un bac plus 5. Donc en gros, en somme, là, depuis presque 30 ans, ce qui nécessitait un bac, demander un bac plus 2, maintenant un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5. En fait, on va faire quoi? On va aller jusqu'à un bac plus 10. C'est du total foutage de gueule. Et je dirais... C'est pas cassable, c'est pas mal non plus. Je dirais sur l'université... Non, mais un SECPA, quelqu'un qui sort de SECPA réussit mieux sa vie qu'un mec qui a étudié. Un mec qui ne maîtrise pas la grammaire et l'orthographe aujourd'hui. T'es pas d'accord?
Oui, il y a que des défaitistes là autour de cette Non, mais toi, est-ce que t'as été à la fac? Alors, déjà, monsieur, la question, moi, je vais te répondre. Alors, moi, en école supérieure ou en fac? Moi, c'est simple, j'ai fait une école supérieure. Bah, bravo. Attends, je termine. Et le seul diplôme que j'ai, c'est un CAP maçonnerie. Donc, alors, ouais, bien sûr. Le seul diplôme que j'ai, c'est un CAP maçonnerie. Et puis, bien sûr. Et parce que très tôt, j'ai dû travailler pour payer mes études, parce que voilà, famille nombreuse, un contexte, voilà, que je pense que beaucoup connaissent. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que voilà. Mais attends, mais ton parcours. Non, mais je voudrais juste terminer. C'est pas une question de parcours, quoi que ce soit. Je pense que c'est une question de volonté et d'approche. On a un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Effectivement, il n'est pas parfait. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une très bonne approche de ce qu'on a envie de faire de ces études. Je vous donne un exemple. Là, j'ai écouté. Voilà, moi, j'écoute. J'ai pas parlé parce que j'ai écouté cet étudiant. Il y a deux oreilles et une langue. Et j'ai entendu sa détresse. Ça me rappelle celle de mon ex-petite amie qui a été obligée d'aller jusqu'à Bruxelles, à l'ULB, pour pouvoir continuer ses études. Parce qu'en France, c'était saturé. Ouais. Ça, c'est un contexte qui existait. J'ai vu la volonté qu'elle avait et effectivement, ça a été beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, elle a son master 5 et elle est neuropsychologue. Maintenant, et franchement, je lui dis respect. Ce que je voudrais revenir là-dessus, c'est effectivement, il y a un contexte, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste bloqué devant cette porte qui est fermée ou on trouve des solutions? C'est la question que je pose à ce jeune et moi je voudrais l'entendre parler sur les solutions qu'il puisse y avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait, Bart, pour terminer? Qu'est-ce qu'on fait pour terminer? Nous, en tout cas, on pense qu'il faut, au niveau des étudiants, il faut se battre. Il faut se battre pour avoir c'est ce qu'on fait actuellement, se battre pour avoir des places à l'université en plus, se battre pour avoir des moyens. Se battre pour que, évidemment, ça dépend pas que de Nanterre, mais que l'ensemble des étudiants et étudiantes et en réalité du personnel. Il y a un collectif national de ces étudiants? Est-ce qu'il y a un collectif national, te demande Nabil? Alors après, il y a des organisations au niveau national. Il y a des organisations nationales, il y a toute une série de syndicats, mais même au-delà des syndicats, il faudrait justement organiser en réalité le fait qu'on puisse regrouper tous les ça fait partie des solutions. Voilà, ça fait partie des propositions et solutions éventuellement. Bart, on rappelle donc les 100 packs, vous êtes 61 et on espère que vous allez trouver bon courage favorable et bon courage à vous, Bart. Bon courage, bon courage. Et à tous ces gens qui résistent. Les étudiants avant tout. Merci Bart, à bientôt. Dans un instant, le policier tabassé, de retour chez lui, hors service. On se dit que dans ce pays, il va y avoir un drame bientôt. Qu'un flic risque de servir son arme, ça risque de partir en catastrophe. Mais il y en a tous les jours. On en parle dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite. Le LGF, émission de référence, les amis, on est là tous les jours, 16h, 18h, avec aujourd'hui Sherazade Bimorgan, qui est un vrai diesel. C'est-à-dire qu'elle met du temps à démarrer, mais une fois qu'elle a démarré, ça y est, on l'arrête plus. Tarek Sassi est avec nous, ainsi que Nabil Sama sur France Maghreb 2. Alors, on rappelle un peu le contexte. C'était, il y a 2 jours, un policier qui avait terminé sa journée. Comme tout citoyen, il prend le train pour rentrer à Gare du Nord. Et 4 individus ont reconnu ce monsieur, policier donc, et l'ont tabassé. Il a été bien blessé a priori, bien tabassé. On sale flic, on connaît ton adresse, etc. Cela s'ajoute évidemment à tous ces drames, et notamment ces tags anti-flics retrouvés dans plusieurs endroits, notamment à Savigny-le-Temple, mais pas que. On sent qu'il y a une haine anti-flic qui commence à monter grandement dans ce pays, peut-être sur fond aussi de trafic de stupes pour beaucoup. Il va y avoir un accident, nous dit-on, du côté des syndicats de police. Attention, on alerte. Est-ce qu'il faut des policiers pour surveiller les policiers hors service? Comment faut-il faire pour trouver la solution et pour calmer cette tension policière, Nabil? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est simple déjà, et ce qu'il faut absolument, c'est sécuriser un maximum tous ces agents de police. Ça, comment on fait? On va pas mettre un agent de police derrière un agent de police. Non, déjà ça passe par la protection statutaire, déjà dans un premier temps. Parce que déjà, voilà, encore une fois de plus, moi je dédiabolise et tout ça déjà. Dans un premier temps, il faut regarder les faits. Ouais. Déjà, c'est un policier qui se fait agresser. Ouais. C'est pas tous les policiers qui se font agresser. Dans un premier temps. Effectivement, lorsqu'on s'attaque à un policier, on s'attaque à la République. Et ça, faut le savoir. Et ça, moi, ça, c'est clair que je suis ferme là-dessus. Maintenant, il y a une chose qui est primordiale, c'est que pour moi, ce policier, c'est un dommage collatéral de cette surenchère et surtout médiatique, de cette pression qu'on met. Parce que moi, je vais être honnête, on lance en pâture, à l'heure actuelle, les policiers. Il y a des pressions économiques, il y a des pressions identitaires, il y a des pressions politiques. Et comment dire,
franchement, je suis un peu ému parce que moi, je suis assez énervé. Je suis assez énervé que ce soit toujours les mêmes qui prennent cher, que ce soit dans les deux camps. Hein. Mais pour moi, ce policier, c'est une victime. Et l'ensemble des policiers, déjà, moi, je tenais à leur dire tout mon respect et toute ma solidarité. Et je suis très touché dans ma chair parce que quand j'entends ça, moi, ça me touche beaucoup parce que ce policier, lui, quand il se lève le matin, il est là pour servir le pays et il est là aussi pour protéger ses compatriotes. Il va y avoir un accident, Nabil, si on fait rien. Mais bien sûr que oui. Il va y avoir un drame. Bien sûr que oui. À l'heure actuelle, là, moi, je voudrais montrer du doigt déjà les médias. C'est eux le problème. Encore une fois de plus. Ça c'est facile. Ah non. C'est toujours facile. Comme dirait Pierre-Henri, vous caricaturez. Non. Pour moi, la surenchère, elle est médiatique. Ce qui conditionne tous ces jeunes à vouloir s'en prendre aux valeurs de la République, c'est tous ces médias qui racontent n'importe quoi à longueur de journée. Voilà, moi le personnel politique, il n'est pas responsable peut-être. Dans un deuxième temps, je voudrais faire bien sûr, les médias parce que voilà, le premier vecteur de cette image de haine anti-flic, c'est les médias qui le véhiculent. On en avait déjà parlé dans une émission précédente. La semaine dernière. Ouais. Voilà, la semaine dernière. Et voilà où on en arrive. C'est cool de cracher sur la police. C'est cool maintenant d'agresser un pauvre policier qui rentre chez lui et qui a rien demandé à personne. La cause, elle est là. Et moi, franchement, je le dénonce. On aura beau avoir tous les discours, les plus beaux discours, les plus belles solutions. Ça commence pas par ça. Cette éducation à l'image, cette éducation culturelle, on s'en sortira pas. Et il y aura effectivement une surenchère de violence et il y aura des dommages collatéraux. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à des policiers. Demain, on s'attaquera à des militaires. On s'attaque déjà à des professeurs. Et demain, on s'attaquera à toutes les valeurs de la République. Et là, ça sera le chaos. Sherazade, qu'est-ce qu'on fait pour inviter un drame? En fait, j'ai écouté Nabil, mais quelle est la proposition en fait que tu émets? Ouais, c'est vrai. À part dire et accuser, tu proposes quoi en fait? J'ai pas saisi quelle était la solution. En fait, tu as dit faut sécuriser. Mais comment? Tu veux faire quoi exactement? Après, je suis d'accord sur le fait, par rapport aux médias, nos esprits sont conditionnés par les informations qu'on reçoit. Donc, il y a une petite part. En fait, il y a une part de chacun. Chacun a une part de responsabilité. Après, il ne faut pas mettre la responsabilité que sur un secteur. Ça, j'étais d'accord avec Tarek, c'est ça? Tarek, oui. Ouais. Mais je n'ai pas entendu la proposition en fait, précise quand tu dis il faut sécuriser. Comment? Parce qu'on ne peut pas déployer, comme tu dis, il y a des problèmes économiques. On ne peut pas foutre un flic derrière chaque flic. Non, mais attendez, mettre un flic derrière un flic, ça, c'est du foutage de gueule, c'est une caricature. Faut être sérieux pendant un moment. Après, j'ai pas dit ça. Voilà, techniquement, il faut protéger le statut, il faut revaloriser le statut. D'un point de vue juridique, il faut que la sanction au niveau de la justice. Voilà, la justice. Mais voilà, mais c'est ce que je viens de dire. Le statut, la protection statutaire, la réponse, elle était là. Quand je dis il faut renforcer attends, excusez-moi, voilà, je me répète, il faut renforcer le statut du policier. Les individus ont été arrêtés. Oui. Hein. Voilà. Il faut qu'elle soit ferme. La réponse, faut qu'elle soit ferme au niveau de la justice. Et de l'autre côté, que ce soit. Mais de l'autre côté, on appelle ça l'éducation populaire. Il faut remettre au centre de c'est pour ça que je m'attaque, oui, fermement aux médias, bien sûr, parce que voilà, l'éducation étatique. C'est pas les médias qui ont balancé 4 gars pour aller. Mais je suis pas d'accord, mais celle qui conditionnent. Je pense que tu devrais préciser certains médias, on est d'accord, mais pas tous les médias. Moi, ce que j'aimerais dire, parce que j'ai travaillé sur ce terrain-là, et je peux vous dire que des solutions, il en existe. Et déjà, c'est plus de rencontres entre la police et les jeunes. Moi, j'en ai fait dans l'Essonne, et on a incité beaucoup de jeunes à s'engager. Déjà, ça. Mais non, il y en a pas assez. Crois-moi qu'il y en a pas assez. Ça existe déjà. Il y en avait sous le à temps moindre de mesure. De proximité à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, et j'ai remarqué que je dis beaucoup aujourd'hui. Mais elle est pas que de la répression, la police. Faut arrêter ça. Et non, mais la police, elle est pas que de répression. La police, on en a besoin, et il faut faire comprendre que la sécurité est primordiale. Tu t'es jamais pris un contrôle au faciès, toi? Si ça a dû arriver, en tout cas. Moi, je me suis déjà fait contrôler comme tout le monde. Et quand je me fais contrôler, écoutez, je demande pourquoi. Toujours le pourquoi du comment je me fais contrôler. En plus, je suis agent dépositaire d'autorité publique. Et lorsque je me fais contrôler, je me laisse me faire contrôler. Ouais. Je me suis encore fait contrôler il y a 2 jours de ça. Et quand ils voient que t'es agent autoritaire de... Bonjour collègues. Ils font leur travail. Non, ils font leur travail. Si le travail est fait correctement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on parle pas comme ça dans les quartiers, Nabil? Mais je suis d'accord. Mais encore une fois de plus,
Est-ce que vous êtes déjà mis dans la peau, ne serait-ce qu'une journée d'un policier ou d'un pompier? Est-ce que tu t'es pompier déjà mis dans la peau mais bien sûr que oui, d'un jeune qui se peut contrôler 4 fois par jour? Mais bien sûr, vous pouvez donner mon analyse, s'il vous plaît. Il arrive un moment. Tarek, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, ce qu'il faudrait quand même faire, parce que bon, Gare du Nord, c'est un peu mon quartier, c'est un constat d'échec. C'est devenu un terrible, la Gare du Nord. Au niveau de la sécurité. N'importe quoi. Alors, entre la salle de shoot qui est mise là-bas, la concentration de drogués, les business et les trafics qu'il y a avec des haragas, plus toute l'insécurité, je veux dire, moi, ma femme... Même les faux taxis, Tarek, tu le savais? Ouais, je sais. Taxis, je sais, mais ça me dérange pas. J'ai découvert ça. Ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas. À la limite que des gens essaient de gagner leur vie, même si, voilà... Ça me dérange pas, au moins tant qu'ils font leur travail honnêtement, c'est pas le problème. Le problème, c'est aujourd'hui Gare du Nord, qui est la principale gare d'Europe, et l'endroit le plus dangereux d'Île-de-France. L'endroit le plus dangereux d'Île-de-France. Le RERD ramène une concentration de sociopathes, c'est incroyable. Là-dessus, il y a rien qui est fait. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est plus de rencontres et plus de contacts entre la jeunesse et la police. Pourquoi? Parce qu'on a eu 40 ans, je le répète encore, 40 ans d'éducation avec le rap. Quand on écoute Passy... Non mais arrête tes bêtises, quand on écoute Passy dans Ma Cité va craquer qui dit le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Et que maintenant, ce mec-là... Non, moi j'ai connu... Moi j'ai eu la fille... Il reçoit une récompense... J'ai eu la fille de Passy, de Passy. Non, mais attendez, la fille de Passy, elle étudiait au Parc Monceau, dans les meilleures écoles. Lui, il est propriétaire de multiples SCI et de cabinets architectes et comptables. Non, ce mec-là, aujourd'hui, qui a mis tellement de merde dans les cerveaux des jeunes, aujourd'hui, lui, il s'en sort bien. Alors qu'il a chanté, je répète encore une fois, le sang et le feu sont réclamés par la foule. Et puis, sacrifice de poulet. Donc, ces mecs-là, aujourd'hui, c'est devenu des notables, hein, carrément. Ils ont une protection. Ils ont une protection policière. J'aimerais qu'on écoute Mohamed. Rapidement, on a 1 minute. Salut Mohamed. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Je me permets d'appeler parce que j'ai sursauté un petit peu quand j'entends des analyses et je ne vise pas la personne. Je trouve que il faut remettre comment on dit l'église à fond au milieu du village. Ah bah justement, alors bouge pas. Bon, tu sais ce que je te propose Mohamed? On va remettre l'église au centre du village avec le bar toujours à côté d'une église. Vous avez remarqué, il y a toujours un bar. Ah, le bar. Ça c'est pour permettre aux femmes d'aller à la messe et puis les hommes d'aller boire un coup. On se retrouve dans un instant Mohamed juste après la pause. D'accord, tu vas pouvoir interpeller nos chroniqueurs, leur entrer dedans. N'hésite pas, c'est tranquille. J'ai même pas pu finir mon analyse. Mais on n'a pas le temps mon vieux. On est pris par le temps, c'est comme ça tout de suite. Le Grand Forum, émission de référence avec Nabil Sama qui est avec nous, avec Sherazade Bimorgan et Tarek Sassi. Aujourd'hui, nos 3 chroniqueurs et notre invité dans un instant, on va parler de sport. Ça va fighter dans les studios dans un instant avec un commentateur, annonceur de sport, de boxe notamment, mais pas que. Et on a Mohamed aussi qui veut fighter avec vous là. Mohamed. Ouais, non, mais je vais le faire de manière très très aimable et constructive, je l'espère. Ouais, je compte bien, je compte sur toi. Je veux juste dire que c'est irresponsable de ne pas viser les vrais responsables dans l'affaire. Qui sont les vrais responsables, Mohamed ? Arrêtez de dire que c'est de la faute des médias. La première phrase qu'on doit tous dire, c'est que c'est des crapules qui ont commis ce forfait, qui cette agression, et c'est d'abord eux les responsables. C'est pas la société, c'est pas les médias, c'est pas l'école, c'est pas la police, c'est d'abord des individus qui ont des comportements déviants, et la violence, il faut la condamner. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut dire effectivement que parce que ça fait 40 ans, je me mets à la place des jeunes qui vous reçoivent aujourd'hui, qui écoutent la radio. À aucun moment on n'engage pas leur responsabilité, on n'engage pas la responsabilité des parents, on n'engage pas la responsabilité de l'entourage. Donc tout le temps, ça fait 40 ans que les socialistes, que tous les gouvernements qui se sont suicidés, on nourrit cette victimisation des quartiers en disant ben oui, c'est vrai, vous avez raison de vous révolter, oui, vous n'avez pas les moyens, oui, mais à un moment donné, faut parler de la responsabilité individuelle. Oui, il y a un échec de la société. Et quand on dit la société, ben c'est quoi la société? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. Donc toute l'équipe pédagogique qui doit être autour de ce jeune pour qu'il devienne un adulte qui respecte les règles et qui respecte le savoir-vivre. Tout le monde a plus ou moins démissionné parce que les parents ont leur part de responsabilité. L'école aujourd'hui a sa part de responsabilité, même si on lui demande plus que ses prérogatives. La police a ses responsabilités aussi parce que ça fait très longtemps que le curseur n'est pas mis au bon endroit entre le préventif et le répressif. Les politiques, bien évidemment. Donc là, c'est une question des sociologues, des psychologues, des spécialistes de la sécurité ont étudié le sujet en long, en large, en travers. Et c'est pas en un quart d'heure qu'on va dire, bon oui, moi, pardon, vraiment, je le dis avec beaucoup d'amitié, mais ça m'exaspère de
de dire tout de suite c'est la faute des médias. Les médias, à chaque fois, on n'est pas obligé de les regarder. Tout le monde critique les médias. Ça, c'est pour Nabil. Réponse de Nabil. Nabil Samar. À la place centrale, et on voit toutes les chaînes qui sont dénoncées en long et large de travers dans les réseaux sociaux. Tout le monde est branché dessus. Donc à un moment donné. D'accord. Alors Mohamed, est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? Ouais, vas-y, réponds, mon vieux. Vas-y. Alors Mohamed, sache une chose déjà dans un premier temps, moi, quand j'ai demandé, quand on m'a demandé, quand Christophe m'a demandé quelle était la solution immédiate, moi tout de suite, ça a été une réponse forte au niveau de la justice. Donc déjà, c'est l'individu en lui-même que j'ai qualifié. Je l'insulte ni de crapule ni de quoi que ce soit. Voilà, c'est un individu qui a agressé un officier de police. Ils étaient 4. Voilà, ils étaient 4. Et moi, la première chose que j'ai dit, c'est une réponse pénale. Ensuite, j'ai parlé de la protection statutaire du policier, de l'agent de police. Donc, et ensuite, je ne vais pas parler de l'éducation parentale de cette famille. Je ne vais pas remettre en cause le système de l'éducation nationale en France, parce que moi, je le dis fortement, on a un bon système éducatif. Avec tout mon respect, t'as pas regardé les dernières études. Non, mais oui, mais écoutez, moi, c'est pas une question d'études. C'est que je côtoie tous les jours des professeurs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils peuvent, et croyez-moi, moi, je leur tire un chapeau à tout. Voilà. Maintenant, de dire que les montrer du doigt, je trouve que c'est indécent. Maintenant, il y a un conditionnement de masse qui est là, et c'est prendre le taureau par les cornes de le dénoncer. Il y a certes l'éducation parentale, mais moi, qui je suis? Je ne suis pas le père et ni la mère de cet individu, donc je ne peux pas venir et tout de suite montrer du doigt et incriminer ses parents. Peut-être qu'ils font ce qu'ils peuvent, peut-être qu'ils sont dépassés. Voilà, il y a plein de problématiques. On peut pas venir comme ça et dire voilà, c'est la faute des parents tout de suite comme ça. Gratuitement, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, et de dire que c'est la faute de tous les acteurs. Moi, je sais qu'il y a un acteur qui est là, il est devant nous, cet acteur. C'est pas moi, Christian. Pourquoi tu montes du doigt comme ça? Il conditionne, malheureusement, d'un point de vue pervers, et je dirais même budgétaire, parce qu'ils sont là juste pour faire du buzz et de l'argent. Et c'est cool, ça fait vendre, c'est cool d'agresser un flic, c'est cool. Tu vois, c'est dans tous les clips. C'est pas ce qui ressort dans les médias. Non, si, non, c'est les réseaux sociaux. Je parle de ça, mais c'est ça. Excusez-moi, mais quand je dis les médias, c'est aussi les social médias. Je parle de tout ça, c'est cool à l'heure actuelle. Donc, mettez-vous parlez à la place, écoutez, parlez à la place d'un policier, parlez à la place d'un jeune qui demain agresse un policier et vous comprendrez. Là, je suis d'accord avec toi, Mohamed, effectivement, il faut renforcer tout l'aspect pédagogique et social et sociétal. Et répressez-vous aussi, il faut pas avoir peur des mots. Mais je l'ai dit ça. Mohamed, je l'ai dit. L'angélisme n'a jamais. Mais de quel angélisme je parle? Je l'ai dit qu'il faut une réponse pénale forte. Et il faut renforcer le statut. Mais ça fait 30 ans aujourd'hui, avec l'ordonnance de 45, par exemple, que les mineurs. Mais parlons pas de ça, parlons d'aujourd'hui, parlons de demain. C'est le cas, elle est toujours pas abolie, cette ordonnance. Aujourd'hui, un mineur qui se fait choper parce qu'il a eu un comportement déviant, il a une incivilité, appelez ça comme vous voulez. Dans l'heure qui suit, il est dehors, il va recroiser le même policier. C'est vrai. Mais ça ne fait pas rêver aujourd'hui le métier de policier. Mais je dis pas le contraire, mais bien sûr que oui. Attendez, est-ce que vous savez ce que c'est de policier aujourd'hui? Vous avez une paye de misère. Les gens, vous avez la plupart du temps une administration qui vous soutient pas. Et en plus de ça, vous avez les civils, vous avez des gens qui vous respectent pas. Donc c'est que moi je leur tire chapeau. Vous payez vous-même votre gilet pare-balles. Je leur tire. Merci Mohamed pour ton appel. En tout cas, t'as bien fait de remettre de l'ordre dans ce débat. Merci Mohamed. Sherazade, tu voulais rajouter un truc? Oui, je voulais dire aussi, faut pas nous rendre débiles. En fait, quoi qu'il ait dit sur les médias. Ça, c'est Anne Hidalgo qui trouve les questions débiles. C'est pas nous. Non, nous rendre débiles dans le sens où on est acteur en fait de ces actes. Ça veut dire les personnes qui ont fait ça sont conscientes quand même d'agir en mal. C'est pas que demain, il y a une personne qui vont lui dire fais ça, qui vont faire ça. Donc elles sont conscientes et elles sont responsables de leurs actes. Et aussi, une deuxième chose, c'est quand vous avez dit... je m'en souviens plus. Bon. Vous avez... Non, mais c'est un point, c'est important. Oui, ça va revenir, t'inquiète pas. Faut que ça monte au cerveau. Non, c'est toi. Quand t'as dit en fait Social que media. Non, c'est le fait que tu aies dit
Que je suis pas son père, je suis pas sa mère, c'est ça? Non, oui, déjà tu as dit on n'a pas tous les éléments en main. Bien sûr. Ça c'est vrai. Non mais ça je suis d'accord. Ça veut dire que on ne connaît pas ses parents, on ne connaît pas son environnement, on ne connaît pas son vécu, donc on ne peut pas juger ni statuer. Mais dans le même sens où on ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont croisé déjà cette personne, qui ont été, je sais pas, maltraités ou autres, c'est pas parce qu'ils ont entendu le média. Ils l'ont reconnu, hein. C'est un policier qui a été reconnu par ces individus. Voilà, donc c'est pas parce qu'il a entendu les médias qu'il a dit ah bah tiens. D'ailleurs ils lui ont dit on connaît ton adresse. Non mais juste, je finis ma phrase. Peut-être qu'en fait il a eu un conflit avec lui et qu'il écoute même pas les médias et qu'il s'est dit il m'a manqué de respect et bah maintenant il va voir. Donc c'est pour ça que quand tu as dit on ne connaît pas le contexte, effectivement on ne connaît pas le contexte des parents, mais on ne connaît pas le contexte de la personne, on ne connaît aucun contexte, on n'était pas là, on ne sait pas ce qu'il en est. Et ça faut qu'on le mette en fait pour qu'on passe le curseur, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Shafik est avec nous. Bonjour Shafik, qui nous appelle d'où? Ouais, de Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine, qu'est-ce qu'il y a mon Shafik? Justement, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Ah. Par rapport à la fille là juste avant. Ouais. J'allais dire en fait on connaît pas le contexte. Moi par exemple et tout quand j'étais plus jeune, je m'étais fait contrôler et tout par des flics avec mes amis. Ils nous ont mis en ligne, ils nous ont mis un coup de pression, genre baisser les yeux. Évidemment nous on n'était pas d'accord. On dit comment ça baisser les yeux, on n'est pas en dictature ici, quand je baisse pas les yeux, personne baisse les yeux là et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Après qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit vas-y, allez hop, on les embarque. Ils nous ont ramenés dans le fourgon, ils nous ont en plus c'était l'hiver, donc on avait des bonnets, des cagoules, des trucs comme ça. Donc ils nous ont baissé le bonnet sur les yeux et ils ont commencé à nous matraquer dans le fourgon. Donc on savait même pas qui frappait qui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ils nous ont dit allez, on va aller vers la Seine, allez, on va vous balancer dans la Seine, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, peut-être que exactement la personne en fait qui a agressé le policier, c'est qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu un passif. En fait, à cette personne. Ce qui justifie en rien. Oui, ça n'excuse pas l'acte. Ça n'excuse. Ouais, ça n'excuse pas l'acte. Bien entendu. D'accord. Oui. Ça, on est tous d'accord. Mais il faut comprendre quand même que dans cette institution policière, comme dans toutes les institutions, t'as des ripoux, d'accord? Parfaitement. Et t'as des gens qui salissent cette institution. Et notamment dans les quartiers, on met des gens qui viennent de province et qui connaissent absolument rien de la situation, des jeunes flics qui viennent de rentrer en activité. Et puis aussi, on a un gros problème avec les brigades de nuit, faut le dire. On a un gros problème avec les brigades de nuit parce que la nuit, il y a beaucoup moins de gens pour surveiller et il se passe des choses absolument incroyables. Quelquefois aussi, les bleus, ils font les malins. Pourquoi ils font les malins? Parce qu'en fait, ils veulent changer de statut, ils veulent devenir BAC, ils veulent devenir CRS ou ce genre de choses. Donc, ils sont obligés de faire, ils sont obligés de bomber le torse, ils sont obligés de faire les crapules pour avoir une promotion. Je suis pas d'accord, mais bon. Pourquoi t'es pas d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'accord. Même les bleus, ils font ça. Je suis pas d'accord. Déjà, dire que des bleus, c'est des policiers. Deuxièmement, dire que ils veulent bomber le torse. Je pense que voilà, il y a une autorité qu'il faut maintenir. Effectivement, souvent, vous êtes face à des gens aussi qui ne respectent pas l'autorité, donc c'est compliqué. Donc voilà, un policier qui veut devenir CRS, c'est pas vraiment le cas. Quand vous êtes à l'intérieur de ce milieu en CRS, vous voulez tout de suite devenir CRS. Un policier en général, il n'a pas vraiment envie de devenir CRS parce que c'est deux corps qui sont complètement différents. Mais bon, bref. En tout cas, la chose que je veux dire, effectivement, moi, si vous avez écouté ce que j'ai dit, je parle que des faits. Je parle que des faits. Maintenant, je ne suis ni juge ni avocat. Et je suis comme tout le monde autour de ce plateau. J'écoute. J'ai lu ça dans les médias. J'écoute. Je lis. Même si c'est passé quelque chose avec ce policier en amont, on sait que c'est un policier. Lorsque tout à l'heure je parlais de protection statutaire, même lorsqu'il est en civil, il est encore policier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je parlais de ça, d'éducation. Il faut aussi, à chaque fois qu'on parle des policiers, c'est souvent soit dans de la répression ou soit dans de l'abus de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? La dualité, elle est très compliquée. Il n'y a pas vraiment de transition pour ces jeunes-là aujourd'hui. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, moi je ne dis pas ce que vous dites est faux. Lorsque vous dites que vous avez des policiers qui ont un mauvais comportement, qui vous malmènent comme vous avez pu l'expliquer tout à l'heure. Bon. Maintenant, il faut parler de solution. La solution, moi, je pense qu'elle est dans le respect. Et dans Merci, Shafik, en tout cas, pour votre appel. Un contrôle d'identité. Ouais. Oui, bien sûr. Merci, mon Shafik. À bientôt. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, je souhaitais qu'on en parle parce que, évidemment, ce qui fait débat, c'est évidemment dans le Grand Forum, les amis. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum.
Et encore une fois, j'ai envie de dire, on est obligé de parler du crack. Ah oui, parce qu'il y a encore eu des drames dans le crack. Et Tarek Sassi, ici, faisant partie d'ailleurs d'un collectif Paris Anti-Crack. C'est une nouvelle affaire en fait qui ressurgit et qui relance le débat sur le crack à Paris. En effet, nous avons appris qu'il y a eu un drame, une toxicomane âgée d'une 20aine d'années, donc qui a été découverte donc dans suite à une overdose la semaine dernière dans un square de la Porte de la Villette, là où même les craqueurs ont été placés par les autorités, regroupés dans ce secteur, les consommateurs. Donc en septembre dernier c'était eh bien ça s'est passé dans un camp où dans les camps de la Porte de la Villette et d'autres aussi, les conditions de vie sont absolument indignes. Je propose d'écouter à ce propos Stéphanie Benoît qui est présidente, monsieur, oui, de l'association Village 4 Chemins. Écoute, on écoute, arrête, on écoute Stéphanie Benoît, écoute. Allez, on écoute. Bah justement, elle veut pas partir là, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as intimidée, voilà. Attends, bouge pas. On va quand même l'écouter, Stéphanie Benoît. C'est important. Il y a une espèce d'omerta qui se crée sur les conditions sur ce camp. Même les rats n'y vont plus. L'herbe a laissé la place à une boue épaisse et collante, des seringues, des aiguilles, des déchets alimentaires. Emma, qui avait 28 ans, malheureusement, est décédée. Son décès est vraiment passé sous silence complet. Et si nous n'avions pas été sur le camp, eh bien, on l'aurait peut-être jamais su. Voilà, non mais c'est gravissime au-delà des considérations que tu peux lui porter, Tarek. Ah non mais là, frère, s'il te plaît. Non, on écoute tout le monde dans cette émission, Tarek. On n'écoute pas les usurpateurs déjà. Je veux dire, mais... elle a pris le collectif qui a été fondé par Mohamed Bader. Elle empêche. Près du micro, Tarek, près du micro. Elle empêche les gens de parler. C'est la toutou des deux mères. Elle n'en a rien à foutre de ce qui se passe. Elle répète ce que d'autres ont dit auparavant. Elle n'a rien trouvé de nouveau. On s'en fout. Et encore une fois, moi, par contre, maintenant, je vais revenir. Elle dit des choses, je les ai déjà dit. On les a tous dit. Oui, mais par contre, voilà, quand c'est la petite toutou des deux élus, là c'est bien, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec Canal+, avec CNews et Morandini qui se fout de notre gueule avec son scooter qui tourne autour de la place Auguste Baron. C'est très très simple. Morandini, tu es allé chez lui il y a pas longtemps. Non, j'ai pas été. J'ai fait ça avec mon téléphone. Ils m'ont jamais pris en plateau parce qu'ils ont pas envie que je me retrouve face à un de leurs députés là qui connaît rien à part les bons restaurants du 8e et du 7e arrondissement. Et ils veulent pas moi en plateau, tout simplement. Tarek. On se reprend. On écoute effectivement quelqu'un mais sérieusement, ça m'a énervé d'écouter cette usurpatrice parce qu'elle travaille. Elle est là, elle fait la meuf qui est contre les salles de shoot, mais elle marche main dans la main avec le parti communiste de Pantin qui est pour les salles de shoot. Oui, mais d'accord. Et elle censure là, on parle de cette jeune les fille, gens Tarek. qui ont mal. Cette jeune fille qui est morte, comment ça se fait qu'elle est morte la semaine dernière et on en parle cette semaine? Tu sais combien il y a d'overdoses tous les mois? J'en sais rien. Il y a des centaines d'overdoses dans l'ensemble de l'Île-de-France. Ouais. Et là, on a décidé de prendre spécialement ça. Pourquoi? Parce qu'on va relancer ce débat sur les salles de shoot avec La République En Marche qui appuie l'ouverture de ces salles de shoot, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, la France Insoumise qui s'est encore illustrée avec Daniel Obono qu'on n'a jamais vu. C'est ma députée, on l'a jamais vu sur le terrain. Et elle est là, oui, alors on va légaliser la drogue, on va légaliser la consommation de drogue, on va ouvrir des haltes soins maintenant pour plus dire des salles de shoot, parce que c'est plus facile à dire. Et au final, c'est juste de l'apparat. Là, Zemmour, il a fait une petite pause, mais quand Zemmour va changer de slip, tous les médias vont en reparler. Et pendant ce temps-là, nous, on va nous oublier. Ouais, donc, repartir. Zemmour, on s'en fout. Mais relancer le sujet avec une overdose qui s'est passée la semaine dernière, alors que moi, je peux te parler de cas de règlement de compte entre drogués et dealers qui se découpent à coups de machette, de viol de mineurs, de prostitution forcée, d'esclavage qui se passe là-bas. On n'en parle pas. Et là, une overdose, on est en train d'en faire. Bien sûr, mais c'est un drame. Mais ça s'est passé la semaine dernière. Non. Le drame, c'est pourquoi ça s'est passé la semaine dernière et on en parle maintenant. Et pourquoi on met des usurpateurs en avant. Voilà, il est là le problème aujourd'hui. Bon, alors Tarek, ça y est, tu t'es calmé? Je me suis calmé. Bon, tout va bien. Jamais j'aurais cru l'entendre dans mon émission. Bah écoute, si, on écoute tout le monde dans cette émission. Mais pas des usurpateurs, je suis désolé. Bah écoute, voilà, elle a dit des choses par rapport à ce camp, effectivement, ou même les rats. Va demander aux gens d'Aubervilliers ce qu'ils pensent d'elle. Va demander aux gens d'Aubervilliers ce qu'ils pensent d'elle. Va demander aux gens de Pantin ce qu'ils pensent d'elle. Bon. À aucun moment ils se sentent représentés par elle parce que c'est une usurpatrice. Tarek, je peux te répondre s'il te plaît? Vas-y, réponds. Moi j'en ai rien à foutre de savoir qui elle est.
Tu vois, je la connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'écoute ce qu'elle dit. Maintenant, ce qu'elle dit. Est-ce que tu as écouté ce que moi j'ai dit avant? Est-ce que les autres ont dit avant? Alors pourquoi tu écoutes ce que elle dit maintenant alors qu'on la pole positionne? C'est tout. Non, mais moi ça fait longtemps qu'on en parle. Écoute, je pole positionne personne. Je me mets à la place d'un auditeur, voilà. Parce qu'on va essayer de calmer ce débat. Moi, franchement, moi je t'écoute comme je l'écoute elle, tout comme je vais écouter quelqu'un qui va parler de cette problématique. Parce que j'y suis assez sensible. Je voudrais savoir quelle est la solution. Pourquoi, sur le terrain, les choses ne bougent pas aussi rapidement que ça et on laisse encore une fois de plus aux médias de faire du sensationnalisme et de faire de l'argent là-dessus sur de la misère humaine. Ça fait 1 an et demi qu'ils nous font. Maintenant, aujourd'hui, on va l'appeler l'histoire de la patate chaude. Et c'est devenu une expression. Elle-même, elle l'a récupérée tellement elle aime copier. La patate chaude, la patate chaude, la patate chaude, on entend que ça. Non, c'est un grand drame humain que j'ai déjà vécu il y a 10 ans au Canada. Le crack, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 20 000 consommateurs, 13 000 concentrés en Île-de-France. 13 000 concentrés en Île-de-France. Aucun moyen concret encore débloqué. Une crise qu'on a laissé exploser quand le ministre de l'Intérieur arrive à déplacer 500 toxicomanes à côté des principales cuisines du nord-est parisien et du sud du 93. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas assez. Ça veut dire que le mec, il est pas assez renseigné pour savoir que là-bas, il y a les cuisines de crack? Alors, cette dame que nous venons d'écouter nous dit... que tu n'as pas écouté, Tarek, elle nous dit... J'ai pas besoin d'écouter parce que ce qu'elle dit, on l'a déjà dit. Oui, d'accord, ok. Alors, elle dit, si on n'avait pas été dans ce fameux square, on n'aurait jamais su qu'elle était morte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les toxicomanes sont laissés à l'abandon. Et cette jeune fille qui est âgée de 28 ans, moi, c'est un constat d'échec quand même. 28 ans, 28 ans. Elle meurt parce qu'elle a pris cette merde. On ne l'a pas accompagnée, on ne l'a pas soignée. On veut pas qu'on les accompagne. On ne veut pas qu'on les accompagne. On veut les laisser crever. On veut tout simplement que cette drogue, elle prenne encore plus d'ampleur aujourd'hui auprès des clandestins, des migrants qui sont tout autour justement de la place Auguste Baron. On est en train de faire en sorte que cette drogue soit la numéro 1 en France. En Europe, ça fait des ravages à Bruxelles comme c'est pas possible. En Italie, en Espagne, au Portugal, il y a rien qui est fait. En plus haut lieu, il y a personne qui a envie de se bouger. Ils laissent faire. On a identifié les groupes criminels organisés. Et là, ça sert à rien de me dire oui, les Modou, tout ça. Non. Au-dessus d'eux, il y a des gangs nord-américains qui sont implantés, qui font venir la CAM du Havre. On a des passages entre Paris et Bruxelles qui sont organisés par d'autres groupes criminels organisés. C'est un constat d'échec, Tarek. C'est un constat d'échec, mais ce n'est que le début. On ne veut pas mettre les moyens. Nous, ça fait longtemps qu'on fait des propositions avec l'ensemble des collectifs qu'on a réunis. On a pris 15 toxicomanes qui ont été volontaires. On les a mis en maison de campagne. Sur les 15, 13 n'ont pas retombé. On ne veut pas ça. On ne veut pas prendre ça comme argent comptant et dire que voilà, c'est cet exemple qu'on doit suivre. Et je veux dire, on en a débattu la dernière fois avec Pierre-Henri. Et Pierre-Henri lui-même a dit que cette solution était viable. Ouais, on ne veut pas. C'est pas le ministre. Hein. On ne veut pas. Mais lui-même, qui est pour les salles de show, a dit que notre solution était bonne. Mais je veux dire, lui, il reste quand même campé sur le fait que sur 12 millions d'habitants, il faut qu'on ait des salles de shoot, plus de salles de shoot pour eux. Sherazade Bimorgan, sur ce sujet, le crack à Paris et ses ravages, et donc cette victime, malheureusement, victime d'overdose, 28 ans, voilà, elle meurt dans des conditions indignes, dans l'indifférence totale. C'est désastreux, c'est horrible. Ouais. Et justement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Tarek. Il faut prendre des mesures concernant... Après, je ne saurais pas dire... En fait, c'est désastreux ce qui se passe, mais je ne saurais pas vous dire quelle mesure doit être prise précisément. Samir est avec nous, il nous appelle du 95. Salut mon Samir. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais réagir par rapport à tout ce qui se passe, la sécurité, le policier qui s'est fait tabasser. Oui, mais là on est dans le crack là, Samir. Hein. On a changé de drogue là. Mais ça rejoint un petit peu la sécurité. Ouais. Vous savez, aujourd'hui on a laissé à l'abandon de cette personne justement qui a subi qui est dans le crack. Mais il faut pas oublier que pendant même le Covid et même aujourd'hui, on a quand même laissé pas mal de jeunes à l'abandon. Ils se sont tous retrouvés à demander des colis dans différentes associations afin de pouvoir manger. Donc à partir du moment où on laisse tomber nos étudiants en pleine crise ou pas, alors imaginez une personne qui consomme du crack
la position, enfin nos positions. Donc le problème, il n'est pas que dans les personnes qui consomment du crack, il est sur l'ensemble des populations. Ils sont tous laissés à l'abandon, que ce soit dans le crack ou les étudiants et les personnes aussi âgées qui meurent toutes seules dans leur appartement s'il n'y avait pas un voisin qui vient, qui surveille ou qui voilà. On est aujourd'hui, c'est chacun pour soi et c'est ça qu'il faut défendre. C'est pas une société individualiste. Qui sont touchées par le crack, mais toute la solitude qui est autour de tout ça. Oui. Merci mon Samir. En tout cas, 01 40 33 9000. Tarek, la situation se dégrade en ce moment. La situation n'est pas près de s'arranger. Le nombre de toxicomanes va doubler d'ici à mai 2022. Mais c'est quoi? Ça sort d'où ça? Ça sort pas d'où, c'est un constat. Ouais, c'est un constat. À partir du moment où est-ce que tu... Non, attends, écoute bien. À partir du moment où est-ce que tu mets un camp de toxicomanes près d'un centre de migrants et que tous les jours tu vois ce nombre augmenter, qu'on est passé de 200 à 300, de 300 à 400, de 500 à presque 600, et que tous les jours ça augmente, et que aujourd'hui tu as un spot à Châtelet, tu as un spot à Porte-la-Chapelle, un spot à Stalingrad, que tu as des spots partout dans l'Est parisien et même en banlieue parisienne, et comme l'avait dit Yacine du collectif 91 anti-crack, il y a de plus en plus de squats, le nombre de toxicomanes au crack va doubler. On est avec Houssen qui nous appelle au standard. Bonjour Houssen. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut Houssen. Je voudrais intervenir concernant ce sujet. Ouais. Je sais que 5 ans en arrière, il n'y avait pas ce phénomène-là, n'avait pas plus d'ampleur. Et je pense que ce problème est très complexe. Je pense que si les politiques veulent vraiment nettoyer ça, qu'ils fassent comme les talibans. Ils les ont récupérés. Non, voilà. Raser la tête. Non, mais frère, frère, faut pas aller aussi loin. Désintoxication, et puis voilà, c'est bon. Oui, centre de désintoxication, ok, on est d'accord, mais pas là. Ouais, parce que là, tu m'as fait peur. Taliban, frère, Taliban. Taliban, faites gaffe, on n'est pas dans un bar, vous pouvez pas dire n'importe quoi aussi, calmez-vous les gars. On va faire comme les talibans, Michel. Non, Houssen, reprends-toi, s'il te plaît. Non, en fait, je plaisante, mais sincèrement. Talibans de Corée du Nord. Ce phénomène se trouve dans une région particulière. Ah non, c'est dans toute la France aujourd'hui. Hein. Non, je viens, laisse-moi terminer. Ouais. Si les toxicos se trouvaient dans le 7e ou dans le 16e arrondissement, le problème serait résolu depuis fort longtemps. Et la population qui est, qui est victime de ce truc-là, c'est pas la population bourgeoise. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas faux ce qu'il dit Houssen. Si effectivement ce problème était dans les beaux quartiers de Paris, par exemple, la situation serait réglée. Hein. Attendez, je termine. Rapide. Par contre, si les autorités veulent vraiment s'atteler à ça, il y a des pays où il y a des exemples comme Tarek vient de le dire, au Canada, et même vous partez même pas loin aux Pays-Bas pour légaliser le hashish, mais si on te prend avec une drogue dure, t'es foutu. Merci Houssen. Voilà. Merci à toi, merci de ton appel. 01 40 33 9000 et pas de coup à la Taliban, hein. Faites gaffe quand même. Soyons sérieux. Bon, le crack à Paris, on continue de surveiller, on continue d'observer. Vos appels, il est où notre invité là, Tarek? Qu'est-ce qui se passe? Il est là, il t'attend. Ah bah il est là, je l'ai pas vu. Pourtant il est beau, hein. Il est beau. Restez avec nous. Il sera avec nous dans un instant. Évidemment, on va parler de sport de combat, les amis. Bon. De quelque chose qui va me rendre joyeux. Oui, parce que là, sinon, c'est pour l'énerver. Vous dites Stéphanie Benoît. Ah ça y est, il craque. Il craque. Le craqueur ou le défenseur de l'anti-crack, bien entendu. Tarek Sassi sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Nabil Sama, avec Sherazade, avec Tarek Sassi, donc sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. À tout de suite. Et le LGF, évidemment, on parle de tout dans cette émission. C'est votre émission de référence, c'est l'émission qui vous regroupe. C'est le rassemblement quotidien de 16h à 18h pour refaire l'actualité. Bon, alors c'est vrai qu'on traite beaucoup de sujets qu'on évoque un petit peu partout, mais on y apporte notre spécificité, notre regard à nous, avec aujourd'hui celui de Sherazade Mimorian. Ça va ma Sherazade? Oui, ça va. Je te trouve timide encore. Ça te manque, ça t'a manqué la radio. Oui, effectivement. Ouais, mais, il faut vraiment que tu t'imposes, ma Sherazade. Hein, parce que là, t'as deux mâles face à toi, mais voilà.
3 maintenant. 3 maintenant, effectivement. Ah, faut arrêter. Non, mais arrêter. Non, laissez-la tranquille. Moi, c'est ma petite égalité. Il n'y a pas de différence entre les genres. Oui, c'est ce qu'on dit, ça. Hein. D'ailleurs, les femmes travaillent désolé, gratuitement mais moi, je depuis suis hier. binaire. D'ailleurs, aux États-Unis, on a dénombré plus de 50 genres. Des femmes qui travaillent gratuitement depuis hier. Vous savez que les femmes travaillent depuis avec l'égalité, l'inégalité de salaire entre hommes et femmes. Sachez que depuis hier matin, les femmes travaillent gratuitement. Ah bon? Bah oui. Voilà. Sachez-le quand même. Mais c'est où qu'on sache ça? Bah c'est là, je te le dis, moi je te le donne. Voilà. C'est selon les stats, en fait, il y a un écart de 16% entre les hommes et les femmes. Et on considère que depuis hier matin, les femmes travaillent gratuitement. Voilà. Par rapport à l'inégalité de salaire. Ça aussi, c'est un problème pour lequel il faut absolument se pencher rapidement, d'ailleurs. On va pas parler de ça, on va parler de sport de combat. Et on va parler avec un spécialiste en la matière, Célian Varini, qui est avec nous. Bonjour Célian. Salut à tous, Comment ça va? Super, moi je suis très content d'être ici. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Bon, bien près du micro, c'est comme tu super présentes. près du micro, voilà, je me laisse un petit peu parce que... Voilà, tu lui fais des bisous et tout. Commentateur, annonceur de catch free fight, boxe. Vous commentez donc les plus grandes structures du WWE. C'est quoi le WWE d'ailleurs? La World Wrestling Entertainment, yes. La plus grande fédération de catch au monde, ouais. De très très loin. En passant par la CMLL aussi. Ouais, alors ça c'est une fédération mexicaine, effectivement, je l'ai commenté pendant très longtemps, j'ai commenté la New Japan. En gros, chaque pays a une spécificité, un type de catch particulier. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur différentes chaînes de télévision françaises qui ont mis en avant ces différents types de catch et ils m'ont toujours appelé à la rescousse. Vous êtes un spécialiste des sports de ring, jusqu'au free fight aussi, qui obtiennent d'ailleurs de grands succès dans les zéniths de France et de Navarre, d'Europe. Alors attendez, là vous allez vous faire taper sur les doigts, je pense. Pourquoi? Pas mal de fans, parce que free fight, on dit plus ce terme maintenant depuis quelques années, c'est un petit peu alerte rouge. Maintenant, on appelle ça les arts martiaux mixtes. C'est les combats en cage qui ont déjà, on va dire, une mauvaise image un peu aux yeux de certains médias. Et le mot free fight avait été affublé là-dessus dans les années 90. C'est resté encore, mais on essaie de l'éviter au maximum. Il y a un côté un peu underground et un peu sale qu'on essaie de plus dire. D'accord. En tout cas, le MMA, par exemple, c'est quelque chose qui a été interdit pendant longtemps et qui est maintenant qui fait son retour en fait en France. Ça fait quasiment un an. C'est vrai que c'est autorisé. On peut faire des shows, on peut en diffuser à la télévision, on peut en être fier. Ça faisait des années en fait que le sport existait un peu partout. Tout le monde en était fan grâce aux vidéos sur Internet. Les salles d'entraînement, en gros tous les dojos de France proposaient des entraînements en arts martiaux mixtes. Mais enfin, ça y est, le ministère s'y est penché. On peut enfin le faire de façon ouverte, open et visage découvert, tout simplement. Ouais, très bien. Alors, vous êtes, un commentateur, vous avez pratiqué un peu? Non, malheureusement, j'ai voulu garder mon beau visage intact, donc je suis resté derrière mon écran. Pourtant, il y a un mec qui m'a dit que vous avez fait quelques tests, Hicham Terak. Oui, qui te salue d'ailleurs. Il m'a dit tu reçois Célian, tu lui passes le bonjour. Ah écoutez, ça me fait plaisir, bien sûr. Ça paraît que vous avez collaboré ensemble. Exactement, on a bossé ensemble, mais pas face à face, on était côte à côte. Côte à côte. Ah, ça rappelle Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui parlait de face à face et côte à côte. Alors là, on parle des sports de combat, évidemment. Vous êtes le commentateur donc de tous ces grands rendez-vous sportifs? Pas le seul et unique, mais en tout cas j'essaye d'être au maximum présent sur les grands rendez-vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de bosser sur différentes chaînes de télé. Maintenant c'est plus sur les shows live qui ont vraiment le vent en poupe. Et j'ai encore eu la chance le week-end dernier d'être au Zénith de Paris pour un grand événement diffusé à la télévision. Et puis c'est moi qui faisais le speaker officiel de l'événement. Alors ça se passe comment, le speaker officiel? C'est-à-dire, à ma droite, Nabil Sama. Exactement, c'était comme ça, mais avec 62 kilos. C'est ça, c'est un peu comme ça. 1m78, il nous vient de la belle ville de blablabla, de Saint-Denis, je ne sais pas. Je vais te montrer comment ça se passe. Je suis un ancien boxeur, moi. Non, en plus, c'est un ancien boxeur. Oui. Et en plus, c'est l'expert qui va dire si je le fais bien. Il nous vient de la ville de Boran-sur-Oise. Il est fan et adepte du grand Jeff Hardy en Caroline du Nord. Messieurs, dames, pour 1m75 et 62 kilos, Jeff Picardy! C'est
Yes, mais il le fait bien. En fait, il veut aussi me voler mon boulot, c'est cool ça. Non mais c'est ça, vous vivez vraiment le truc quoi, c'est un truc de malade, vous faites chauffer l'ambiance quoi. Moi quand je le fais, même les gens reconnaissent pas ma voix tellement je suis à fond dedans et je change de voix, je change d'intensité et je suis vraiment passionné. En gros, c'est la passion qui m'a amené là-dedans et je réussis à la transmettre, on va dire, parce que je la vis réellement, elle est pas factice, elle est pas feinte. Que si Nabil? On va écouter nous en live là. De quoi tu veux écouter? Non mais oui, il faudrait le faire. Faut organiser. Là on a eu Tarek. Faut organiser un truc. Il faut qu'il y ait un combat, on pourrait faire un commentaire à deux évidemment, mais là on peut faire Sherazade face à Tarak. Sans assise visuelle, ça va être compliqué. Ouais, non, Sherazade dans la S tranquille, la pauvre, il va l'abîmer après. Sherazade, t'es fan toi des sports de combat comme ça, de ring, voilà. Alors, moi, j'ai déjà fait quand j'étais petite de la boxe thaï. Ouais. Ensuite, j'ai fait de la boxe française. Ouais. Et du penchak silat. Du quoi? C'est sérieux, elle a fait du penchak silat. Hein. Ah ouais, je connais pas, j'aime beaucoup les arts martiaux. Ah ouais? Oui, alors penchak silat, je pense c'est d'Indonésie. Ouais, et c'est ce qui a inspiré le Krav Maga. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Alors, je vais vous expliquer un truc par rapport explique-nous un truc, parce qu'on est vraiment... au sport de combat, et en fait, le rapport... Moi, je suis rentré dans le business un petit peu comme mon camarade, on était fan de catch au début. Et c'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a un très très gros parallèle entre le catch professionnel et les sports de combat, on va dire, un peu traditionnels, comme les arts martiaux, le kickboxing, la boxe thaï, etc. En France, c'est un des rares pays où ils sont vraiment totalement allergiques. En général, quand on dit qu'on fait les deux, on se dit « Ah non, ça c'est factice, c'est pas bien, etc. etc. » Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de combattants qui étaient fans de catch auparavant, etc. Mais en France, là, on n'aime pas trop ça, c'est vrai. Ouais. Bah, ça c'est un petit peu... J'aimerais dire quand même que les visions ont changé. Surtout depuis qu'on a vu un Brock Lesnar réussir, qui est venu du catch et qui a réussi au MMA et qui est l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA, que beaucoup de catcheurs comme Sakuraba, très peu connaissent, ont battu les légendes Gracie. Mais tu peux venir plus loin encore, Ken Shamrock, etc. Voilà, Ken Shamrock. Il y a toujours un parallèle, mais les Français en général là, ont du mal à les l'accepter. gars. En fait. Je dis direct, vous m'avez perdu. Les Français dans le free fight. Hein. Ouais. Et Dwayne Johnson aussi, qui ne dis pas pas free dans le fight. cinéma aussi. Bravo. Ne dis pas free fight, attention. Dwayne Johnson s'est pas encore battu dans une cage, donc là on est... Mais il a pas besoin, c'est un catcheur. Oui, alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai... Ancien boxeur. Voilà, moi je suis un ancien boxeur. Ouais. Et ce que je voulais savoir, c'est que dans le catch, souvent, est-ce que c'est vrai, on ment sur les mensurations, les tailles, les poids pour rendre les gens plus impressionnants? On va dire. Est-ce qu'on leur fait poser des chaussures avec des semelles de 5-10 cm? Non, ça non, mais par contre, c'est vrai qu'on peut, on va dire. Allez, on peut dire enjoliver un petit peu la réalité. Mais tu sais, c'est comme quand t'es dans une salle, on dit pas qu'il y avait 750 personnes, on dit il y avait 1000 personnes. Tu vois, on arrondit pour de façon... En fait, John Johnson, il mesure 1m90. À mon avis, il l'annonce à mon avis à plutôt à 95. À mon avis. 96, c'est ça. Et t'es passé à côté de lui et il t'est arrivé à l'épaule, c'est ça que tu veux me dire? Non, c'est que j'ai un collègue qui passe à côté de lui et qui fait 1m96 et il me dit je l'ai regardé d'en bas en fait. Toi, ah ouais. Bon bah écoute. C'est quoi le prochain show, Célian? Le prochain gros show, nous on a une échéance normalement au mois de février avec la fédération qui s'appelle Hexagone MMA, qui est un des prochains gros shows de MMA, ce sera dans l'arène de Reims. Dans la belle ville de Reims. On nous écoute sur le 91.3 les amis à Reims. Normalement on va essayer de remplir la salle. Je crois que c'est le premier gros show qui va être fait dans cette nouvelle arène. Donc on espère mettre l'ambiance de fou là-bas. D'accord, donc ça se démocratise bien comme il faut en tout cas ce sport et c'est très bien. Et il y a un public qui est adepte de ce genre de sport, hein, qui répond présent. Bah écoutez, je vous ai dit, le week-end dernier on était au Zénith et déjà la salle était pleine, on était près de 2000, enfin pleine, avec les restrictions évidemment sanitaires. Il y avait près de 2000 personnes et ce qui est assez marrant, c'est quand on croise les gens, on peut voir rien qu'au physique et au visage abîmé qu'il y a des pratiquants en fait. Les pratiquants sont aussi fans, les fans sont aussi pratiquants. Et, il y a des chaînes de télé d'ailleurs qui retransmettent ce genre de sport. Ouais, RMC Sport en particulier, qui on va dire qui retransmet énormément. Et je crois qu'aussi une des chaînes du groupe M6, dont j'ai oublié le nom, mais qui diffuse certaines rediffusions des grands événements anglais en particulier. Et je crois aussi l'équipe TV, qui fait fait un best-of tous les week-ends des anciens combats de l'UFC. D'accord. Et tu vis de ça aujourd'hui? Exactement. On va dire, ça a commencé au début comme une passion. Et je vous ai dit, je suis rentré dedans un peu par la petite porte. Et depuis, c'est devenu une activité... qui prend beaucoup de temps. Ouais. Tu prends d'oseille à chaque fois? Ah bah on est là pour ça évidemment. Ouais, bien sûr. J'aimerais apporter quelques informations assez importantes sur Célian. Alors, dans ma vie, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré, qui ont été mentors, qui m'ont apporté des critiques constructives. Il y a eu Pierre-Carl Ouellet,
il y a eu Monsieur Jackie Richard, il y a eu Flèche Gordon, il y a eu Fausto Constantino et son fils Fabio Constantino, que je salue, qui sont vraiment des grands noms dans le catch. Et il y a eu Célian Varini. Et il peut vous le dire, à chacun de mes matchs, quand il est commenté, la première personne que j'allais voir pour dire voilà comment c'était, qu'est-ce que je devais arranger et qu'est-ce qui m'a permis de me bonifier avec le temps, ça a été lui. Et puis, il y a aussi une chose qui est très importante que je vais dire aussi sur Célian Varini. Célian Varini, c'est quelqu'un, quand il peut aider, il aide. Quand il peut donner un coup de main et permettre de donner des opportunités aux gens, il le fait. Et c'est la personne qui m'a fait rentrer dans la tour historique Cognac G. Ah oui, d'accord. J'ai commenté quelques matchs avec lui. Célian, tu es en contact avec les sportifs, avec les combattants? Bah, il y en a certains avec qui, évidemment, j'ai des relations un peu privilégiées, qui sont devenus potes au fil des années. Pas tous, parce que j'essaie de garder quand même une distance, puis on n'a pas forcément, à part le sport en lui-même... Entre nous, Tarak, il est naze. Hein. Il est nul, hein, franchement. Non. Non. Bah, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans. Allez, il est à côté de moi en plus, je peux pas non plus dire du mal. On en reparlera en antenne si vous voulez. D'accord, ok, pas de problème. T'as des dossiers? Ah, j'ai du dossier sur tout le monde. Même les gens qui sont dans la salle en ce moment, j'ai du dossier sur tout le monde. Là. Ah bon? Là, je suis venu, là, j'ai le bras long, qu'est-ce que vous voulez donc. Très bien. Bon. Tarek Sassi qui est prof de catch aujourd'hui. Voilà, effectivement. Alors, Célian, donc le prochain show c'est à Reims, hein, tu nous as dit au mois de février. Non, mais des petits shows, il y en a tous les week-ends si vous voulez. Moi, je bosse dessus régulièrement, mais le prochain gros show, la plus grosse échéance, c'est évidemment les arènes de Reims. Pour nous, ça va être un gros défi pour une nouvelle salle et une nouvelle belle salle, on l'espère. Ouais. En tout cas, c'était à chaque fois un plaisir, hein, visiblement, c'est un plaisir au-delà d'un travail, d'un métier, que de commenter ce genre, ce sport, ces sports. Ce qui est bien, c'est qu'on peut justement croiser des passionnés. Moi, à chaque fois que je me retrouve dans des salles, il y a toujours des gars qui me connaissent en fait pour d'autres raisons, peut-être pour le catch ou pour des trucs comme ça, et qui me retrouvent en fait. Il y a vraiment un parallèle dans toutes ces activités. Et franchement, moi j'adore pouvoir partager avec les fans qui sont pour certains très positifs. Et voilà, quoi, c'est un bonheur. Donc en tout cas, j'aurais appris qu'on dit plus free fight. Dites plus free fight, vous allez vous faire taper sur les doigts par tous les vrais connaisseurs. Ouais. Dites arts martiaux mixtes, MMA, etc. Ce sera beaucoup plus. Tarek Sassi, c'est lui qui m'a communiqué le mot free fight. Hein. Parce que moi je suis un mec à l'ancienne. Moi je suis à l'ancienne, je dis free fight moi. Ouais. Moi j'ai connu le Pride moi. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment le catch quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, non mais là c'est vrai qu'on est en train de faire des parallèles entre les deux disciplines. Le catch est effectivement en France en particulier et un public très très enfantin, familial, on va dire, assez jeune. Ouais. À suivre de très près, donc en tout cas, Célian, tu restes avec nous. Dans un instant, on se fait le zapping et puis on se fait aussi le pass sanitaire. Ça peut t'intéresser, tu peux commenter avec nous. Reste avec nous jusqu'à la fin, tranquille, hein, l'émission. Le LGF, le Grand Forum, sois le bienvenu. Bon, tu vas voir, c'est un peu plus calme que dans des soirées de combat, hein, pour le coup. Yes. Restez avec nous dans un instant. Le zapping, c'est les 4 moments ou 5 qu'on a récupérés, extraits de la télé, de la radio, qu'on a jugé utile de vous passer et de commenter avec vous dans un instant. À tout de suite. Ah, notre Hicham Tarak, il est fou, hein, il est content de t'entendre, Célian, en tout cas à la radio aujourd'hui. Ouais, c'est du live, là, c'est la réaction en direct là. C'est ça, c'est du live, on est en direct live avec Célian Varini qui est avec nous sur France Maghreb 2. Il est commentateur, annonceur de matchs, de ring, de boxe, voilà, de tous ces sports-là. Donc c'est lui qui est l'animateur du show, en l'occurrence, et qui fait des grands succès des zéniths du moment. Voilà, il passera par Reims, notamment au mois de février. C'est un gros show annoncé. Sherazade, tout va bien? Très bien, merci. Et toi? Je prends soin de toi, t'as vu, hein, c'est très important que tu te sentes bien quand même ici, ma Sherazade. C'est parti pour le zapping, les amis. Alors le zapping, qu'est-ce qu'il y a dans le zapping aujourd'hui? Eh bien, pour commencer, une petite réflexion de Sébastien Chenu du RN, Rassemblement National, à propos de, vous savez, de la fille qui est repartie au Mali, là, Sophie Pétronin. Écoutez ce qu'il dit. Pendant combien de temps encore on va être les cocus de Madame Pétronin? La France va bien sûr. Ah oui. Enfin, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne? Voilà, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne, nous dit Sébastien Chenu. Qui veut lui répondre? Personne? Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire C'est déjà tellement bas. C'est bas, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait débat dans les médias. Hein, donc cette affaire de cette Française repartie au Mali. On a une autre aussi énervée, Nadine Morano. Écoutez ce qu'elle dit. Les contribuables français payent une campagne de communication orchestrée, on le voit en sous-main, par des islamistes. Voilà, islamiste évidemment pour Nadine Morano. Pourquoi? Évidemment par rapport à ce Conseil européen et cette campagne de libérer mon hijab. Morano énervé.
Quoi pour la calmer, Tarak? T'as un truc? Un couscous. Un couscous, tu crois? Un couscous, elle vient avec moi et Célian, on va manger un couscous. Très bien. Alors Arnaud Montebourg, qui lui s'en prend à Éric Zemmour, écoutez. 18 juin, on allait devant le monument. Eh bien, il y a un type qui s'est mis à cracher sur ces gens-là. Moi, je ne l'accepte pas. Voilà ce qui me distingue. Vous voulez une distinction? Ouais. Je vais le surnommer le maréchal Zemmour, parce qu'il défend le maréchal Pétain. Voilà, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien pour Arnaud Montebourg, donc à propos de Zemmour. Commentaire, Nabil? Bah, je trouve qu'il a raison. Ouais. Arnaud Montebourg? Ok, très bien. Et puis on a aussi dans le zapping aujourd'hui Aurore Berger. Vous connaissez Aurore Berger, hein, la députée, je crois qu'elle est députée d'ailleurs En Marche, qui a toujours la bonne petite réflexion à propos toujours de cette campagne de libérer ton hijab, donc à l'initiative du Conseil européen, retiré sous pression de la France et des politiques français. Elle était chez Apolline de Malherbe sur RMC. Écoutez. Question sur le hijab, cette campagne du Conseil de l'Europe. Est-ce que la liberté est dans le hijab? La réponse est non. De manière très claire, cette campagne du Conseil de l'Europe, qui n'est pas à confondre avec des institutions européennes, il faut aussi être clair. Oui, en fait, elle est quand même cofinancée par la Commission européenne. Elle a malheureusement été cofinancée, mais pas à l'initiative d'une institution européenne. Et pour avoir des collègues qui siègent au Conseil de l'Europe, des collègues parlementaires, ils ont découvert en même temps que nous sur les réseaux sociaux cette campagne. Cette campagne, c'est une inversion totale de nos valeurs. La liberté, c'est la liberté des femmes de pouvoir le porter ou de ne pas le porter. Ça n'est en aucun cas le prosélytisme pour dire que c'est en le portant qu'on exerce sa liberté. Et cette inversion des valeurs, elle est dramatique et on ne peut pas vouloir justement défendre les valeurs qui sont celles de l'Union européenne et avoir malheureusement des institutions qui le cofinancent. Elle parle d'inversion de valeurs hein, quand même. Aurore Berger, Sherazade, t'as un truc à lui dire? Sincèrement, j'ai strictement rien à dire parce que ça ouvrirait un très long débat qui ne sert à rien. Je dirais, quand on parle d'un sujet, il faut le maîtriser. Visiblement, elle ne le maîtrise pas, donc elle n'aurait pas dû parler. C'est une grande hypocrite parce que quand il s'agit de chercher la voix des musulmans, ça vient manger des loukoums. Et puis après, quand il faut être à la page et essayer de se mettre au niveau de Zemmour, ben on fait du Zemmour. Et puis alors, nos députés là qui travaillent dur, hein, il était aux alentours de 3h du matin quand ils ont fini d'examiner donc ce pass sanitaire et la reconduction de ce pass sanitaire. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Voici un extrait de quelques déclarations. On sent la fatigue quand même qui était là chez nos amis députés. Écoutez. Des exceptions au droit, éventuellement au droit du Parlement. Fermé pour manque de soignants ou administratifs, non. Raison pour laquelle il est temps de sortir de ces règles démocratiques, de ces restrictions des règles démocratiques. Ils sont fatigués, hein, nos députés, pour le coup. Voilà, il était 3h du matin. Voilà, bon, ça peut arriver au meilleur aussi, hein, évidemment, de bafouiller. Voilà, c'est la cave qui se trouve en dessous de l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui est... Ah, tu crois? Ouais. Ah, tu crois? Bon, très bien. Bah, justement, du pass sanitaire, on en parle, les amis. Le Grand Forum, Christophe Roux, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Encore et toujours le pass sanitaire, donc dans les médias, on en parle parce qu'effectivement c'est l'Assemblée nationale, on en parlait il y a quelques instants, il était 3h du matin quand évidemment ça s'est terminé cette histoire. Alors ça a été voté évidemment, il fait son retour donc à nouveau au point de départ, j'ai envie de dire, puisque l'Assemblée nationale a voté cette nuit donc le projet de loi de vigilance sanitaire rétablissant notamment la possibilité de recourir à ce dernier au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Une date qui, vous en souvenez peut-être, a été bien corrigée par le Sénat et ramenée plutôt au 28 février. Un texte qui revient donc et approuvé par 147 voix pour, 125 contre, 2 abstentions. Ils n'étaient pas très nombreux quand même cette nuit à travailler. Un texte qui revient quand même un petit peu à son origine, rétabli donc par l'Assemblée nationale. Cette nuit, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Donc le pass sanitaire, on pourra y recourir jusqu'au 31 juillet 2022. Est-ce que c'est un pass sanitaire finalement auquel il va falloir s'habituer? Est-ce qu'on peut parler d'un pass sanitaire à vie là pour le coup, Nabil? Encore une fois de plus, hein, je trouve ça un peu compliqué. Je pense que on n'a pas tous les chiffres. Et en plus de ça, il y a le Covid qui repart un peu en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas? Est-ce qu'on nous cache des choses? Je n'en sais rien. Mais si ça a été décidé qu'il fallait repartir avec un pass sanitaire jusqu'à juillet 2022, je pense qu'il faudra s'y plier et faire confiance faire confiance à toutes ces personnes qui nous l'imposent. Ouais, Sherazade?
Je rejoins, effectivement, on n'a pas toutes les données, toutes les informations pour... On peut les avoir, hein, il suffit de chercher. Hein. C'est en fait une décision politique, là, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on aura toujours des personnes qui vont dire oui, mais effectivement, il y a des solutions alternatives, etc. etc. Et d'autres qui vont dire oui, bah, c'est la solution qui va protéger, restreindre, baisser le taux du Covid par rapport aux gestes sanitaires, etc. Et tout. Donc c'est un sujet un peu complexe. Après, c'est vrai que le fait d'allonger le pass sanitaire, ça nous réduit, par exemple, ceux qui ne se sont pas fait vacciner, etc. Ça leur restreint dans leur vie quotidienne. Alors ça veut dire qu'on pourra y recourir, hein, que ce ne sera pas systématique, c'est selon les endroits et si la situation l'impose, bien entendu, comme le port du masque qu'on évoquait tout à l'heure à l'école, dans 39 départements. Tarak. Ça reste une contrainte pour certaines personnes. Bien entendu. Tarak, ce pass sanitaire auquel on pourra recourir jusqu'au 31 juillet 2022, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Bah heureusement que je l'ai aujourd'hui. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. C'est... Voilà quoi. Franchement... Moi après je suis covido-sceptique hein, et c'est mon droit, mais je trouve que voilà quoi, on nous balance des chiffres et beaucoup de choses pour rien, traitement oral qui sort d'un seul coup, vaccin de ceci, vaccin de cela. Au bout d'un moment c'est bon quoi, j'habite à côté de Gare du Nord, il m'est jamais rien arrivé et franchement je trouve qu'on en fait beaucoup et aujourd'hui à cause de ça on a perdu beaucoup au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de beaucoup de choses. Et on va encore nous resservir du cirque Covid à tout va. Je veux dire, ça a vraiment mis l'économie, la vie politique et la sécurité à plat. Et là, on nous remet encore du pass sanitaire. Ça repart l'économie, là, on est à plus de 3. Non, mais vas-y, mais regarde tous les magasins qui sont fermés, s'il te plaît, arrête. Si, tous les magasins qui sont fermés, l'événementiel a du mal à redécoller, la vie culturelle est morte, la vie sportive, et on peut en parler avec Célian Varini, a vraiment du mal. Il y a des promoteurs qui ont mis les clés sous la porte, il y a des salles de musculation qui ne réouvriront jamais, il y a des salles d'entraînement qui ne réouvriront jamais à cause de toutes ces restrictions à la con qui ne sont pas calculées. Alors qu'il y a des pays qui ont anticipé. Restrictions, c'est à cause du Covid. Non, il y a des restrictions qui sont connes et qui ont été prises à la dernière minute. Quand on voit genre, le cumul de décisions à la con qu'il y a depuis janvier 2020 et qu'aujourd'hui on en paye les conséquences, c'est bon quoi. Il faut regarder les choses en face. Même l'explosion. Non, mais il faut faire ce qu'ils peuvent. Ils ont les pouvoirs, ils savent ce qui se passe bien auparavant. Ils auraient pu vraiment anticiper beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui que la Suède a géré ça avec succès, que tu as d'autres pays qui ont géré ça avec succès. La France, c'est pas la Suède. Et la France, eh ben oui, ça on l'a remarqué. Ce sera jamais la Suède malheureusement. Voilà, la France, ce sera jamais la Suède. Tous les hommes politiques seront en prison. C'est un supermarché pour les milliardaires du pharmaceutique. Et puis nous, voilà, on est des caves à qui on doit mettre du Pfizer ou du je sais pas quoi, quand eux ils veulent et comme eux ils veulent. Linda de Lancy est avec nous. Salut ma Linda. Ah bah elle est partie. C'est Lyon justement en matière de sport, c'est un problème encore aujourd'hui le pass sanitaire, ça a été une difficulté supplémentaire pour remplir les salles par exemple. Comme on a pu le voir tout à l'heure, effectivement je dis qu'il y a des jauges maximum qui sont imposées dans pas mal de salles et puis effectivement il y a des gens qui ont peur. Ils n'ont pas envie de se retrouver, ils sont influencés par les médias et ils pensent que sincèrement rentrer dans une salle avec un millier de personnes autour d'eux, ils vont forcément sortir avec la mort aux trousses quoi. Donc oui, il y a évidemment une sensation de terreur pour certains et des salles qui sont un petit peu handicapées parce qu'on est obligé de les couper en deux. Ouais. Les promoteurs qui gagnent moins d'argent, donc forcément ils ont envie de faire moins de shows. Ouais. Donc forcément c'est compliqué pour tous, mais voilà quoi. Bon, en tout cas je tenais à te remercier, merci beaucoup Célian Varini d'être revenu sur France Maghreb 2. Ce fut un plaisir de te recevoir. Merci et puis bon courage pour la suite. Ça marche, très vite. Et dans un instant, messieurs dames, le sport aussi à sa manière avec les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler en toute liberté. C'est Libertad. Ah, il y en a qui connaissent pas. Eh bien, vous allez découvrir. Libertad, c'est quoi? C'est les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler en toute liberté. On ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. Ça va fighter dans un instant. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Émission de référence avec Sherazade Bimorgan, avec Nabil Sama, avec Tarak Sassi, juste avant Libertad et avant d'accueillir nos auditeurs. Est-ce que l'un d'entre vous a un coup de gueule ou un coup de cœur à passer? Oui, non. Petit coup de gueule. Alors, petit coup de gueule pour notre ami Tarak, on t'écoute. Un petit coup de gueule toujours sur Skyrock qui avant Skyrock était... tranquille. Non. Skyrock qui était avant, qui s'est nommé
qui s'est nommé sur le rock et d'un seul coup s'est spécialisé sur le rap et puis a bifurqué sur le rap et R&B en même temps, Et aujourd'hui, c'est spécialisé dans la poubelle du rap avec SCH, Kobalade, Sadek, Niska, enfin bon bref, Booba. J'adore les Nixa. Voilà, toute cette opprobre musicale justement qui pourrit le cerveau des plus jeunes. Il serait peut-être temps que je ne les suis pas parents... responsable d'Ifo les Fred de ce que vient de dire Tarek. Mais moi j'assume quand deux types de 50 ans sont encore à l'antenne à faire du détournement de mineurs auditifs, c'est plus possible. J'appelle les parents à se mobiliser contre la folie de Skyrock. Il est temps que les gens se réveillent contre Skyrock. Je lui mets des buzzers, il est fou ce mec, il veut me faire fâcher avec D-Fool. Attends, c'est des grands monsieur de la radio quand même. Oh Tarek. Grand quoi il a commencé à Dance Machine, je te rappelle, et à Fun Radio. Oui, alors. Si, moi je trouve que Christophe, t'as raison. Après, ils sont pas ils sont pas producteurs des contenus qu'ils diffusent. Ouais. Ils sont dans la liberté d'expression. C'est ça. Ils sont là, ils invitent. Vous aimez pas la liberté d'expression, monsieur Sassi. C'est ça. C'est ça votre problème. Non. Fred, vous êtes un dictateur. Je n'aime pas la liberté fécale de Skyrock. Alors, Sherazade ou Nabil, un coup de gueule, un coup de cœur, non? Oui, non? Franchement, le coup de cœur, j'aimerais encore une fois de plus dire à tous les policiers de tenir bon, à tous les gendarmes, à tous les forces publiques de tenir bon malgré ce qui se passe actuellement. Merci Gérald. Voilà, tout simplement. Très bien. On y va pour Libertad alors, on y va? C'est parti? Allez. Auditrices, auditeurs de France Maghreb 2, amis du peuple de France et du monde. Le moment est grave. Vous pouvez prendre votre téléphone, nous appeler France Maghreb 2, l'émission de Grand Forum. La liberté, ça nous connaît. Et vous pouvez appeler donc le 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Et qui vous allez engueuler. Eh bien, c'est le moment de nous appeler. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Jamel. Salut mon Christophe. Salut mon Jamel. Comment allez-vous? Ça va très bien mon Jamel. Je vous écoute depuis tout à l'heure, là, j'ai laissé mes demandeurs d'emploi partir, là, j'ai dit, allez, on va mettre Christophe et compagnie. C'était sympa, c'était sympatoche. Merci à vous. Et moi, mon petit coup de gueule, c'est sur les différentes annonces pour notamment les jeunes, les chômeurs. C'est du grand foutage de gueule à mettre dans la même case que les 100 € pour aider les Français pour faire leur plein. Tenez, on va vous former, on va vous donner une prime. En résultat des courses, ces gens veulent se former, mais je sais pas, si on se nourrit, c'est pour un besoin vital. C'est pour se faire plaisir aussi, c'est pas se nourrir pour se nourrir. Donc c'est du non-sens et moi ça me gave. Ça me gave parce que les gens comprennent pas que dans la vie on essaie de s'en sortir, on essaie de construire et que c'est pas en filant des miettes à des gens qui sont en galère qu'on va faire aller mieux le pays. Donc merci voilà. Mon Jamel pour le coup de gueule. Merci, je t'embrasse, à bientôt. 01 40 33 9000 pour appeler et user de ce qui s'appelle la vraie liberté d'expression, qui ne se fait nulle part dans aucune radio. Hein. Personne ne prend le risque. Je vous le dis. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Linda de Nancy. Bonjour Malinda, comment ça va? Très bien, et vous? Eh bien écoute, formidable Malinda. Malinda, pardon. Super, alors je profite de ce moment pour juste revenir sur ce qui a été dit par ton chroniqueur là, qui est covido-sceptique. Je l'avais jamais entendu celle-là. C'est quand même fou d'être covido-sceptique quand on a un collègue sur la radio qui a été touché d'une forme grave du Covid et qu'on mette en même temps le pass sanitaire. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Et oui, mais tout est mis à plat, la culture, le sport. Le pass sanitaire est nécessaire pour accéder à ces activités-là. Donc on va pas se plaindre qu'elles sont à terre si on refuse d'avoir un pass sanitaire. Voilà. Réponse à Tarek Sassi qui a été bien punché là pour le coup là. Oh. C'était un coup venu de par derrière là pour le coup. Oh. Quoi off? Bon, franchement, je vais dire quoi sérieusement? Je sais pas, moi personnellement, en 2 ans, j'ai pas été affecté alors que j'habite à côté de Gare du Nord. Il y a des gens qui il y a sont des morts, millions de Français qui subissent ces restrictions sanitaires. Ça a ruiné des vies, ça a coulé des gens. Et à un moment donné, il faut regarder ça aussi en face. Et madame se limite au sport et à la culture, mais j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de vie politique, j'ai parlé de vie citoyenne, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais madame aime bien réduire et non, madame, et on sent le parti pris. On sent le parti pris. On sent le parti pris. Oui, c'est pas à cause. Il y a quand même des choses fondamentales. Il y a quand même des choses fondamentales qui ont été brisées à cause de cette. Je parle de crise sanitaire depuis tout à l'heure. Et justement, la crise du crack, on l'a et elle a doublé à cause de la crise sanitaire. Elle ne va faire que doubler d'année en année à cause
de la précarité que la crise sanitaire a créée. Mais madame préfère se limiter à la culture et au sport et retenir que ça. Je la laisse penser ce qu'elle veut. Son point de vue, c'est tout. Voilà, non, c'est ça. Elle a le droit d'énoncer ce qu'elle veut et moi aussi je donne mon point de vue. Oui, voilà. bon, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est ton prénom et ta ville d'appel? Salim de l'Essonne. Salim de l'Essonne, qu'est-ce qui se passe mon Salim? En fait, je voulais revenir sur l'affaire du policier qui s'est fait frapper par les jeunes là. Oui. Et j'ai un ami qui m'avait expliqué qu'il a entendu sur une chaîne d'info continue. Bon, j'ai évité de donner le nom de la chaîne. Que ces jeunes étaient d'origine africaine. Alors que sur les grosses radios, ils ont pas dit d'où ils venaient en fait ces gens-là. Donc lui il m'a dit c'était des gens d'origine africaine. Bon, je lui ai dit que c'était pas la solution de dire d'où venaient ces gens-là. Ils sont français. Donc, en fait. Ouais. Alors on va juste dire qu'ils sont français quoi. Ouais, voilà. Donc on s'en fiche d'où ils viennent ces gens-là quoi. Donc après c'est là que je lui ai dit que le problème c'est que à force que les médias disent d'où viennent ces gens-là, ça va donner des voix à certaines personnes, ça va donner des voix à l'extrême droite quoi. Merci mon Salim, merci à toi. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Et encore quelques petites secondes pour user de la liberté d'expression et venir puncher Tarek. N'hésitez pas. Et venir féliciter notre Sherazade nationale. Allô, bonsoir, qui est avec moi? Oui, bonsoir, c'est Fatah. Bonsoir Fatah, tu nous appelles d'où? Là, je sais même pas, là, je crois que je dois être sur Pantin, là. Ah ouais, d'accord. Je suis en train de rouler. Qu'est-ce qui se passe, mon Fatah? Moi, je veux juste dire, Tariq, je te kiffe. Merci. Tarek, je te kiffe. C'est tout? Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est pas de langue de bois. Parler avec le cœur. Il est chaud, Tarek, il est chaud, pas de langue de bois. Franchement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les gens sont tellement dans la retenue, c'est bon, arrêtez vos conneries là un peu. Il faut arrêter. Hein. Ok, aujourd'hui, justement, ça tombe bien, il est 18h. Merci mon Fatah. C'est de la Covid. On n'est pas d'accord avec la version officielle, on est des complotistes, on est des tarés. Arrêtez vos conneries. Merci Fatah. Stop. Salut. Stop, il est 18h. Ça y est, il faut qu'on se casse maintenant. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Demain, une grosse émission aussi en perspective avec Farid Tamsamani, avec Tarek Pami, avec Soraya Racheli, Gamal Amina. Et on aura un invitant à parler livre demain et conditions femmes maghrébines demain dans cette émission entre 16h et 18h. Merci beaucoup ma Soso, ma Chéché. Oui, merci à toi Christophe. À très vite. Merci de m'avoir invité. Ça va? Et faut que tu te détendes, hein, Sherazade. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui t'ont embêté ou pas? Super détendue, elle a été cool, elle a été très réactive, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Merci. Bon, merci, je te fais un gros bisou ma chère Azad. À très vite. Merci mon Tarak. Un plaisir. Continue à rester comme tu es, hein. Voilà. Je vais pas lâcher moi. Merci mon Nabil, merci à toi. Merci à vous. Et restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant. Mais Jade pour la suite de la soirée. Avec notamment Youssef Hatchmaïd ce soir à 22h et Fauzi 20h. Voilà pour les rendez-vous à suivre. Belle soirée, restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF, ça commence à 16h précis. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Il est exactement et précisément à Paris et comme partout ailleurs en France, 18h.